avec une partie de l'équipe de 10%. Je dis partie puisque des auteurs qui travaillent sur la série ne sont pas présents, mais je vous fais un tour de table rapide. Donc, nous avons Fanny Herrero, qui est donc la créatrice et scénariste de la série, Judith Havas, scénariste aussi sur la série, et Frédéric Rosset, qui est scénariste aussi sur la saison 3, je crois, uniquement. Et peut-être les suivantes, nous allons tout apprendre ce soir. Nous allons donc parler en détail de 10% de sa genèse, et surtout on avait voulu faire un focus ce soir sur le travail en pool d'auteurs, qui est quelque chose sur lequel on voulait un thème qu'on voulait traiter depuis longtemps à séquencer. Donc on s'est dit quelle bonne idée à la fin de cette saison 3 de 10% et à ton départ Fanny de la série, de justement voir comment ça se passe en France concrètement, de travailler en atelier d'écriture en pool d'auteurs sur une série à succès, n'ayons pas peur de le dire. Voilà. Et du coup, je vais commencer par vous laisser vous présenter chacune et chacun, nous dire en quelques mots quel a été votre parcours de scénariste. Voilà. Je te laisse commencer, Fanny. Alors, bonsoir. Moi, j'ai commencé à être scénariste il y a 10-12 ans. Voilà, j'ai pas du tout fait d'école, pas fait de formation. Je me suis formée en écrivant. Je suis arrivée là parce qu'avant j'étais comédienne et que j'étais aussi lectrice pour TF1. Donc j'ai lu beaucoup de scénarios avant d'en écrire. Des scénarios que j'aimais pas trop, mais c'était pas grave parce que c'était bien d'en lire beaucoup. Voilà, et j'ai j'ai plutôt de la chance de travailler sur des séries que j'ai toujours aimées. J'ai commencé par une série qui s'appelait Les Bleus. J'ai fait aussi partie de l'atelier du village français qui a été un moment hyper important de mon parcours. J'ai travaillé un peu sur Fais pas ci, fais pas ça, sur Kaboul Kitchen et puis sur 10% dans laquelle je suis rentrée d'abord comme simple auteur de l'équipe et puis après, je ne sais pas si on en parlera, mais après voilà, j'ai pris la tête de la série en 2013. Voilà. Bonsoir. Je suis scénariste depuis, 7 ans peut-être, 7-8 ans. J'ai commencé par travailler dans la production pour la société de production d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry pendant 7 ans. Et donc je lisais les scénarios aussi, j'ai beaucoup appris en lisant leurs scénarios, et en m'occupant aussi de la post-production de leurs films. Donc c'était une autre forme d'écriture et qui m'a beaucoup appris aussi pour la suite. Et après, j'ai fait une année d'atelier scénario à la FEMIS. Et c'est suite à ça que j'ai intégré l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça. Et ça, voilà, j'ai travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça pendant 5 ans. C'était une super école. Et puis après j'ai continué plutôt dans la comédie. Là, je commence un peu à écrire du drame aussi, ça fait du bien. Et puis voilà. Et donc, Fanny m'a appelée l'année dernière à la fin de l'écriture sur la saison 3 de 10%. Je rêvais de travailler dessus, donc j'ai dit oui tout de suite. Et puis, et voilà. Et là, je continue sur la saison 4. Bonsoir. Moi je suis le plus jeune scénariste parce que en 2013 quand tu dis que moi j'étais encore à l'école en fait à ce moment-là. Du coup j'étais à la FEMIS au cursus série télé dans lequel je suis sorti donc du coup il y a 5 ans et depuis j'ai notamment créé la série Irresponsable sur OCS. La troisième saison va bientôt sortir et j'ai bossé sur différentes autres choses, mais les deux séries sur lesquelles j'ai bossé où les épisodes ont fini par sortir, c'était Les Bracelets Rouges saison 1 et là le 10% saison 3 où comme Judith je suis arrivé sur la fin de la saison 3 et je travaille actuellement sur la saison 4. Eh bien, moi, j'aimerais donc revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, Fanny. Quelle a été la jeunesse de la série, en fait, comment tu t'es retrouvée propulsée à la tête, justement, de 10% et puis, de manière plus générale, comment et quand chacun d'entre vous a rejoint le projet. Vous avez déjà dit le quand, mais peut-être le comment est intéressant, justement.
Alors, la jeunesse, c'est un peu une longue histoire parce que 10%, c'est une série qui est née à la préhistoire, il y a très 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 longtemps. Je ne m'en souviens même pas parce qu'à l'époque, je n'étais pas concernée, mais en gros, c'est une série qui a commencé à être développée sur une idée de Dominique Besnéard, qui était donc un ancien agent qui est devenu producteur. Et quand il a arrêté d'être agent, sa première idée de producteur, ça a été de faire une série qui se passait dans une agence artistique. Et il a commencé à développer ça avec un auteur qui s'appelle Nicolas Mercier. Et au départ, c'était pour Canal+. Ça a été dans les tuyaux de Canal pendant 2 ans, je crois. Là, on parle vraiment des années, je sais pas, 2010, quoi. Bon, il y a longtemps, quoi. Et voilà. Et chez Canal, ça s'est pas ultra bien passé. Le projet a été finalement abandonné. Donc, ils pensaient à l'époque tous que c'était un peu mort. Jusqu'à ce que Dominique Besnéard s'associe avec Harold Valentin, que vous connaissez peut-être, qui est un producteur qui vient lui aussi qui avait fait d'autres choses avant parce qu'il était conseiller de programme chez France 2. Il avait lancé des séries comme Clara Scheller, comme Fais pas ci, fais pas ça. Donc, un conseiller de programme un peu innovant. Et voilà, et lui a décidé de devenir producteur. Et lui, un de ses premiers projets de producteur, ça a été, en s'associant avec Dominique Besnéard, 10%, parce qu'Harold s'est dit, mais pourquoi, en fait, on ferait pas ce truc pour France 2 ? Il dit, moi, je pense que c'est possible. C'est une histoire d'un peu de calibrage. Ça peut pas rester comme c'est en l'état, comme ça avait été développé pour Canal, mais en le retravaillant, ça peut être pour France 2. On peut les convaincre. À cette époque, du coup, Nicolas Mercier commence un peu à monter une équipe d'auteurs. Et c'est là que moi, je suis arrivée. Donc là, c'est fin 2011, début 2012. J'ai passé une sorte de casting d'auteur, en fait, pour rentrer dans l'équipe. Moi, j'étais très, très excitée parce que j'arrivais de 5 années du village français, avec beaucoup de morts, beaucoup de déportations. Et là, je me dis, c'est Paris, c'est maintenant, c'était frais, quoi. C'est drôle, c'est des acteurs de cinéma. Enfin, soudain, c'était un univers qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir à la télé, donc j'étais hyper excitée. C'était pas un truc de flic. Il n'y avait pas de mort. Enfin, encore que si, à l'époque, il y avait un petit peu un mort. Je vous en parlerai peut-être. Qu'on a ensuite enlevé. Enfin, il y avait un petit peu de polar. Donc, moi, j'arrive comme simple auteur et en fait, ça se passe pas hyper bien. Pour des raisons un peu d'ambiance et de la capacité peut-être qu'avait Nicolas à diriger une équipe. C'est un auteur qui travaille très bien tout seul, mais peut-être pas forcément pour diriger. Et puis aussi parce que France 2, ils étaient pas contents, quoi. Enfin, on trouvait pas le ton juste. C'était trop cynique. C'était un peu boutique aussi. C'est-à-dire que les personnages n'étaient pas très universels. On n'arrivait pas à se relier à eux. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que l'épisode sur lequel je travaillais, qui était l'épisode 3, mais il est un peu sorti, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais un co-auteur qui s'appelle Cook Danctran, et tous les deux, on avait cette chose qu'on avait un peu élaborée en commun avant, sur Fais pas ci, fais pas ça. On se connaissait très bien, on avait déjà travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça, sur Kaboul Kitchen. Et je pense qu'on avait un sens de l'empathie, peut-être qui manquait un peu à la série à ce moment-là de son développement. Et du coup, notre épisode, il a commencé à faire un peu l'unanimité et à la chaîne, soudain, mais l'épisode 3, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors qu'il y avait déjà un épisode 1, un épisode 2 qui était écrit, puis les auteurs travaillaient sur la suite. Alors, l'épisode 3 de la saison 1, alors il ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ, mais c'est celui qui est devenu Nathalie Baye et Laura Smet. Donc, c'était une histoire parent-enfant dans le cinéma. Donc cet épisode est devenu une sorte d'étalon et puis à ce moment-là Nicolas Mercier a décidé d'arrêter pour aller faire son long métrage et aussi parce que je pense qu'il était un peu usé de ce qui s'était passé avant chez Canal et de la reprise chez France 2 où il se sentait pas très libre. Après, c'est vrai que quand on est à l'époque, donc encore une fois, on est en 2012, une série de créations sur France 2 sur un sujet comme ça. En fait, pour France 2, on était des punks. C'est-à-dire que cette série, c'était une espèce de folie, quoi. On a l'impression que là, ils étaient tout nus dans la forêt avec cette série. Ils étaient en train de prendre un risque, mais gigantesquissime. Ça paraissait tellement transgressif de faire ça. Aujourd'hui, on se dit, bon, calmons-nous quand même, les gars. Surtout qu'on avait cette rumeur, je m'excuse de te couper, mais comme quoi il était interdit de parler du métier. Oui, en plus il y avait ça, cette espèce de tabou ou un peu un cliché de il faut pas en parler parce que ça concerne personne, ça intéresse personne. Alors le truc qui intéressait France 2 au début, je pense vraiment, c'était les stars. C'est que ça les faisait vraiment frétiller de se dire ah là là, mais on va faire venir des gens qui viennent pas à la télé d'habitude, on va avoir Sophie Marceau, on va avoir des gens comme ça.
n'est pas venue finalement, mais et nous, l'équipe artistique, enfin moi en tout cas, j'avais cette espèce de conviction que ok, il y allait avoir des stars, mais que si on voulait faire une bonne série, ça allait pas être ça le cœur du réacteur, ça allait être vraiment les personnages récurrents, donc c'était sur eux qu'il fallait vraiment travailler. Et c'est là où je pense qu'on se débrouillait bien avec Cook, c'est qu'on avait ce truc d'être assez proche de nos personnages et de les ressentir, de les faire vivre de l'intérieur. Donc c'est comme ça que, suite au départ de Nicolas, on nous a proposé à tous les deux, Cook et moi, de reprendre. Et en même temps, d'autres personnes ont proposé à Cook de reprendre la direction de Kaboul Kitchen. Donc il y a eu une sorte de partage des eaux entre nous. Donc moi, je vais rester sur 10%, toi, tu vas aller sur Kaboul Kitchen. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée toute seule à la tête du truc. Donc c'est vraiment un concours de circonstances, de la petite porte à une position d'autorité qui m'a fait très peur au début, parce que j'avais jamais fait ça encore. Moi, j'avais fait partie de plein d'équipes, j'avais quand même pas mal d'expérience. J'avais déjà fait de la direction de collection sur les Bleus, mais j'avais pas encore créé une série. Et en plus, là, il y avait une grosse pression parce que ça faisait des années qu'ils luttaient dans les tranchées pour que cette série existe. Ils avaient du mal à trouver le ton. Il y avait beaucoup d'argent qui avait été déjà engagé dans l'écriture, un gros turnover d'auteurs. Enfin, voilà, plusieurs couches qui avaient successives. Et donc là, en gros, c'était un peu opération de la dernière chance. Si moi, j'arrivais pas à proposer les 2 premiers épisodes satisfaisants pour la chaîne, la série, elle s'arrêtait. Donc, je me suis retrouvée un peu toute seule. Et là, j'ai pris 2-3 mois pour me dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai demandé à mes producteurs, laissez-moi juste me rassembler, en fait, et aller un peu creuser à l'intérieur de moi pour savoir qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, qu'est-ce que je pourrais proposer, apporter, peut-être d'un peu singulier ou de personnel, en tout cas, parce qu'il me semblait que c'était la seule façon de pouvoir écrire bien. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai recruté une équipe d'auteurs. Ils m'ont fait confiance. Donc j'ai renouvelé complètement l'équipe d'auteurs. Et puis, on a sorti un pilote. Et là, la chaîne était super contente. Et après, à partir de là, ça s'est fait hyper vite. Enfin, hyper vite. Alors, après, peut-être 6-7 mois, les autres épisodes ont suivi. Et la série, la première saison a été lancée vraiment. Du coup, je me tourne vers Judith et Frédéric. Comment est-ce que vous êtes rentrés dans ce pool d'auteurs ? Est-ce que c'est Fanny qui est venue vous chercher ? Est-ce que vous avez passé des tests ? Dites-nous tout. Il y avait déjà deux. Moi, je suis arrivée, c'était vraiment à la fin de l'écriture de la saison 3. C'était un peu en urgence parce que ça tournait dans un mois après. Voilà. Donc je suis arrivée, il y avait déjà toutes les équipes de préparation. On était dans les bureaux, je voyais Fanny je l'attendais, elle était en réunion, il y avait avec 15 personnes. Tout le monde était dans la tension qui précède le tournage. Et il restait pas mal de boulot à faire sur certains épisodes. Et en fait, moi j'étais hyper contente déjà qu'elle ait pensé à moi. J'avais été rodée sur Fais pas ci, fais pas ça à la comédie, au pool d'auteurs, au travail en commun. Ça a toujours été hyper important pour moi et hyper formateur. Et j'avais travaillé aussi en atelier, j'avais travaillé, fait les arches sur plusieurs séries. Et là, le travail était plus cadré en fait. C'était de reprendre une intrigue qui est l'intrigue de Béatrice Dalle sur l'épisode 5 et de répondre à des demandes assez rapidement sur des scènes. Elle me demandait d'écrire une scène, de reprendre une autre scène. Là sur Monica Bellucci, sur le balcon, là sur... si tu veux intervenir... Non, je veux dire que Judith m'a sauvé la vie, en fait. Sur cette saison, j'étais en burn-out total et il fallait finir et il y en avait dans tous les sens. Et voilà, et Judith, elle était là à ce moment-là. C'est pas tout à fait... merci. En tout cas, c'était à la fois galvanisant parce que je sentais que j'avais un rôle à jouer et en même temps, je rêvais de travailler sur cette série. Je pense que c'était vraiment... le ton, je l'adore. L'aspect comédie, émotion, c'est vraiment ce que j'aime et j'étais plutôt à l'aise dans ce ton-là. Après, t'étais en burn-out, mais en fait, ce qui était fou, c'est que t'étais dans un calme et dans une sérénité. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me suis dit, c'est quand même stressant comme métier, surtout quand on arrive à la fin des saisons d'écriture, après un an d'écriture, après 3 saisons.
Et on arrivait en salle d'écriture et puis c'était Fanny dit bon alors de quoi on veut parler. Mais ça m'a vachement rassurée de me dire que 3 semaines avant le début du tournage, on pouvait encore se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de dire, de quoi on veut parler, notamment sur l'intrigue de Béatrice Dalle, de reprendre un peu les fondamentaux, de se dire bon bah, jusqu'au bout il faut vraiment s'accrocher à ce qu'on veut dire, à ce qui est important pour nous, à ce que voilà et ça c'est, enfin pour moi c'était vraiment une grande leçon de pas lâcher en fait et ça c'était vraiment super et donc j'ai essayé de pas lâcher de pas lâcher et puis de répondre aux questionnements qu'il y avait à ce moment-là et puis après voilà ponctuellement sur des scènes à reprendre des dialogues de trouver un peu le sens d'une scène qu'on trouvait pas de rajouter des scènes pour des acteurs des actrices qui en voulaient plus et puis voilà enfin ça a été hyper intéressant et voilà et puis je passe la donc moi aussi je suis arrivé sur la fin de la saison 3, on est vraiment les 2 petits derniers de l'équipe de Fanny, mais moi tu m'as contacté, je crois qu'il y avait les 2 premiers étaient quasi finis, 3-4 étaient déjà bien avancés, 5-6 il fallait encore les écrire totalement, et l'auteur qui devait écrire le 6 ne pouvait plus le faire finalement, du coup tu m'as contacté pour me le proposer, pour 2 raisons je crois, enfin tu me confirmeras, c'est que on s'était déjà rencontrés 1 ou 2 fois, tu avais vu ma série Irresponsable et aussi il y avait Harold Valentin le producteur qui, je travaillais déjà sur Mother sur une autre série donc il me connaissait aussi, donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet pour voilà, on s'est rencontrés, tu m'as dit que a priori t'allais arrêter la série et que la grande question c'était est-ce que la série allait survivre en gros, et donc du coup écrire ce dernier épisode signifiait potentiellement écrire la fin de la série aussi, donc c'était un sacré challenge quand même, avec cette partie et il y avait encore, et ce qui est assez excitant aussi pour moi, c'était qu'il y avait une vraie remise en question de la part de tout le monde par rapport à ce qu'il y avait dans les arches de la dernière soirée en fait de 5-6, et donc il y avait une vraie volonté de réécriture, donc on a commencé par avec Benjamin Dupas et Sabrina quand elle était encore là à se mettre ensemble pour réfléchir à c'est quoi la dernière soirée, c'est quoi les épisodes 5-6, qu'est-ce qu'on a envie de changer, qu'est-ce qui nous paraît finalement moins intéressant avec du recul de ce qui était prévu à la base. Donc même si j'ai pas participé sur les arches à la base, il y avait d'abord ce premier travail là avant de se concentrer sur l'épisode 6, où la seule chose qu'on savait vraiment sur l'épisode 6 c'est que ce sera la fête des 30 ans et qu'il n'y aura pas de guest, enfin il y aura plein de guests, mais ce serait un épisode sans une intrigue principale tournant autour d'un guest. Ce qui, moi, me plaisait beaucoup comme idée. Et donc voilà, il y avait un truc très plaisant, c'est que comme tu dis, vous étiez en fin de course et vous étiez fatigué, et moi quand tu me contactes, je suis en début de vacances en fait, donc j'ai le temps de passer, je passe 3 semaines de vacances et je reviens tout bronzé, tout frais, on est en plein mois de juillet et vous êtes des zombies et donc du coup moi je passais pour vraiment quelqu'un de frais qui apportait des idées, mais c'est parce que j'avais dormi quoi en fait, et puis parce que voilà j'avais pas le nez dans le guidon quoi, donc c'était du coup c'était extrêmement plaisant comme place quoi, c'était extrêmement agréable. Et donc voilà, on a pendant je sais pas moi 4-5 mois, moi je me suis vraiment concentré très vite sur ce 6e épisode. Je suis allé jusqu'à la V1 dialoguée. Après tout c'est que ça a accéléré, j'ai rendu la V1 dialoguée, ça allait être les vacances de Noël. Quand je suis revenu à nouveau des vacances 2 semaines plus tard, je me disais bon alors qu'est-ce qui se passe qu'on va écrire. En fait la V2 était déjà écrite en fait, Fanny était dans une précipitation totale, tu avais besoin d'aide, tout le monde était en vacances sauf Eliane qui est une des auteurs aussi qui a fait notamment le 3e épisode et qui donc du coup hop Eliane va bien et vous avez écrit des trucs ensemble et tout et donc ouais c'est vrai que les derniers jours étaient d'une violence très très forte. La particularité de l'épisode en plus c'est que pour le coup il n'y avait pas un guest mais plein de guests, et en fait il fallait très régulièrement réécrire parce qu'on savait au fur et à mesure lesquels acceptaient de venir, lesquels n'acceptaient pas de revenir, donc à chaque fois il fallait réécrire des blagues en fonction d'eux, même s'ils faisaient juste des caméos, c'était quand même un sacré truc quoi. Claude Lelouch, il est vraiment arrivé au tout dernier moment quoi. Moi, le jour où tu m'as annoncé Claude Lelouch à la base de la vraie Isabelle Huppert, soit dit en passant, j'ai fait pardon, mais ça marche très bien au final. Et voilà, je crois que voilà, j'ai fait le tour.
Du coup, question pour toi, Fanny. Dans la constitution du pool d'auteurs, est-ce que tu as eu les mains libres tout le temps? Est-ce que ça a été à ton initiative? Tu avais des comptes à rendre à la production par rapport à ça ou pas? Et c'est une double question. La deuxième partie est adressée à vous trois. À votre avis, quelles sont les qualités qui sont recherchées chez un scénariste pour justement intégrer un pool d'auteurs comme ça? Hormis avoir dormi et avoir pris des vacances avant de venir. Non, mais quand même, ce qui est marrant en écoutant ce qu'il vous raconte, c'est à quel point on croit que c'est hyper organisé, opérationnel, et c'est quand même un bazar innommable. Et vraiment, c'est partout pareil, en fait. Enfin, peut-être Fred, sur Irresponsable, où vous êtes 2 à écrire, c'est peut-être différent, mais à partir du moment où il y a plusieurs auteurs et où voilà, on arrive à la fin du processus d'écriture et que la prépa est avancée, c'est très très rock'n'roll, quoi. Si on n'est pas content d'un épisode, c'est les chaises musicales, on va demander à un tel de faire un bout, à un tel de faire un autre bout. Enfin là, tout le monde est mis à contribution, et vraiment heureusement qu'ils étaient là tous les deux, de façon différente, mais effectivement à la fin c'était quand même très 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 tendu. Donc pour revenir à ta question, ouais, moi j'ai eu les mains libres carrément, c'est-à-dire que c'est tellement important, les personnes avec qui on va travailler, on va quand même passer des heures et des heures dans la même pièce. C'est impossible pour un producteur, en tout cas moi je pourrais pas l'accepter, qu'on m'impose des gens, donc c'est des décisions qui se prennent vraiment ensemble. Et c'est quand même moi à la fin qui décide avec qui j'ai vraiment envie de travailler. De ce point de vue-là, les producteurs me font complètement confiance, même en saison 1 d'ailleurs. Et pour eux, le plus important, c'est qu'on soit confortable, en fait, qu'on se sente bien et qu'on mette ensemble nos talents et qu'en plus on arrive à les faire fructifier ensemble. Enfin, c'est quand même ça l'objectif d'une écriture collective, c'est qu'à plusieurs on est plus fort, quoi. Donc que chacun réussisse à apporter le meilleur à la série. Donc moi j'ai toujours fonctionné par... La plupart des personnes que j'ai recrutées, c'est quand même des gens que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé, ou un peu, ou après sur recommandation, mais il y en a eu moins. Mais Judith, c'était ton cas, parce que je crois qu'on n'avait pas travaillé ensemble sur Fais pas si, mais j'avais des échos vraiment super, et puis on s'était quand même déjà croisés. Fred aussi, en fait, on n'avait pas travaillé ensemble, mais il y avait un truc, oui, par Harold. Sinon, les autres, souvent, c'est des gens avec qui j'avais déjà bossé avant, dont j'étais proche. Et puis parfois, il y a eu des présentations faites par les producteurs où ça a tout de suite accroché. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, cette personne est super. C'était le cas pour Eliane Montagne, que je ne connaissais pas et qui est devenue vraiment un pilier de l'équipe. Camille Chamou aussi, en saison 1, qui était une vraie rencontre, même si elle a fait qu'un épisode. On est devenus amis ensuite. C'était vraiment bien de la voir. Donc voilà, c'est des décisions qui se prennent ensemble avec les producteurs, où chacun propose, mais c'est quand même plutôt moi qui tranche. Et comment je tranche ? Ça sera différent pour toutes les séries. En fait, chaque série a des niveaux, non pas d'exigence, mais de ce qu'on cherche pour une série, c'est différent selon qu'on est dans du polar ou dans de l'espionnage ou voilà, là dans de la comédie, mais un certain type de comédie, c'est pas de la comédie familiale non plus. Donc moi, effectivement, je recherche quand même, je m'oriente souvent vers des auteurs qui ont déjà fait de la comédie, c'est quand même important pour 10%, mais une comédie assez fine, des gens qui ont un rapport au personnage assez empathique, assez tendre. Ça, c'est hyper important pour moi. Après, le niveau d'expérience, il a été assez variable, en fait. C'était pas très grave qu'ils aient pas déjà écrit plein de 52 minutes. Il faut quand même qu'ils soient capables de structurer un épisode, mais au final, je préfère des gens qui vont avoir une force de proposition, parce que comme je sais que j'aurais écrit beaucoup derrière, ce qui est important, c'est la sève, en fait. C'est l'échange, c'est la force de proposition, parce qu'après, moi, je sais que je me fais confiance pour remettre les choses un peu d'équerre et puis même au dialogue, mais il faut qu'il y ait de l'impulsion. Voilà. Je cherche des auteurs qui ont une impulsion. Oui, c'était de savoir quel est... il faut savoir écouter déjà, enfin en tout cas entendre ce que là c'était ce que Fanny souhaitait, en fait bon, j'ai l'impression qu'il faut presque être d'accord en fait aussi quelque part. Enfin, on peut pas intégrer une équipe ou en tout cas travailler avec un directeur d'écriture une directrice d'écriture avec laquelle on va... Enfin, ça se sent très vite, j'ai l'impression. Enfin, il y a quelque chose qui se sent très vite, même à la première
je sais pas, à la première réunion, on voit si on peut se comprendre. Si on a la même manière de voir les choses, on peut ne pas du tout être d'accord politiquement, ou ça c'est pas un problème, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une sensibilité un peu commune, voilà. Et là, ça a été le cas tout de suite. Bon, je le savais un peu parce que c'est vrai qu'on s'était un peu croisés, qu'il y en a des gens qu'on connaît en commun. Mais voilà, je pense qu'il faut après savoir prendre sur soi quand c'est pas bien, quand c'est pas suffisamment bien ce qu'on a écrit. Ça, c'est pas évident. Quand on propose quelque chose qui n'est pas ce que l'autre attend, pouvoir réécrire. Je pense que de toute manière, c'est ça, écrire. C'est réécrire sans cesse. Et ce qui est compliqué parce que... Et ce qui est agréable, c'est quand on dit « Ah, bah ça, j'aime bien ça. » Là, il y a justement cette idée, cette impulsion. Donc, il faudrait aller plus dans ce sens-là. Donc, là, quand je sens que je peux apporter quelque chose, quand je sens qu'il y a une réponse possible, ça, j'adore parce que c'est plus facile après de réécrire. Mais là, ça a été plutôt le cas, en fait. Souvent, ça a été... Il y avait en tout cas quelque chose qui te plaisait. Donc, on rebondissait dessus. Je réécrivais... ça a bien fonctionné. Et après, c'est toujours, faut pouvoir aussi. Elle réécrivait tout. Non, mais c'est pas évident à la scène. Elle m'avait dit que c'était bien, mais en fait, elle a tout réécrit. Je comprends pas. Et parfois, il reste une vanne. C'est bon, bah, ok, donc ouais. Et puis c'est. Mais ouais, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est de voir qu'est-ce qui a permis de transformer l'intrigue, qu'est-ce qui a permis de transformer la scène, même si après concrètement il n'y a plus aucun dialogue presque de ce qu'on a fait. Après moi c'est les rencontres humaines, les rencontres humaines qui sont vraiment capitales. C'est ce que j'aime dans le travail en commun. Je pense qu'on peut que s'apporter des choses quand on trouve justement quand on a une sensibilité commune et qu'on voilà, je ne sais pas exactement s'il y a d'autres... il faut avoir je sais pas comment dire, de l'énergie, parce qu'effectivement, il faut pouvoir recommencer, réécrire, une sorte de pugnacité comme ça. Je pense que ça, c'est important. Dans le pool d'auteurs aussi, pour pas lâcher prise quand on pense qu'on a vraiment... qu'on détient une réponse, aller jusqu'au bout de ce qu'on pense, même si après, au final, c'est pas ça qui va être regardé. Je pense que quand on a vraiment une conviction, il faut la porter jusqu'au bout. Même quand c'est une petite idée ou quand c'est... voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de petites idées. Faut y aller, quoi. Faut aller au bout. Ce qui n'est pas facile parce que c'est assez confortable comme position aussi, parce que c'est pas toi qui prends la décision finale, donc en fait tu peux aussi répondre à une sorte de cahier des charges et puis rentrer chez toi tranquille. Je pense que ça suffit pas. Il faut essayer d'aller vraiment au bout. Enfin, en général dans l'écriture ça suffit pas et c'est fatigant et c'est usant mais je pense que c'est là où on trouve des choses intéressantes. Ouais, ce que je pourrais juste rajouter, c'est que ce que j'ai trouvé vachement agréable avec Fanny comme je sais pas moi comment on dit, directrice d'écriture, showrunneuse, je sais pas, et en fait j'ai vécu ça à chaque fois parce que j'ai bossé avec aussi Marie Roussin ou Charlotte Sanson qui étaient deux autres directrices d'écriture sur des séries sur lesquelles je bossais. C'est à chaque fois se dire qu'on est vraiment écouté et que vous attendez des propositions en fait, et que c'était pas juste acquiescer aux propositions d'un petit chef qui attend juste que vous rédigiez ce que lui dit parce qu'il n'a pas le temps de tout faire. Non, là l'idée c'est vraiment le collectif, le besoin de se nourrir de propositions, de vraiment réfléchir ensemble, de ne vraiment pas du tout sentir de hiérarchie quand on est à trois, quoi. Je sentais pas du tout qu'il
qui dirigeait ou quoi quand on était à 3 avec Benjamin, alors que vous étiez quand même les deux auteurs principaux de la série. Moi, je venais juste d'arriver et je me mettais à avoir des discours sur tel personnage que vous connaissiez bien mieux, en fait. Mais parce que vous étiez ouvert à ça, vous voulez avoir un autre point de vue, vous avez besoin d'un autre regard. Et donc, du coup, c'était très galvanisant, en fait, et très stimulant. Et ça poussait vraiment la créativité avec, de toute façon, l'idée qu'au bout d'un moment, ensuite, il faut trancher et que c'était ton rôle. Hein, mais que tu le faisais de manière très douce, en fait. Qui était toujours qui même, en effet... même si au final, quand on écrivait des choses et que tu les changeais beaucoup derrière, on sentait en tant qu'auteur, on a le sentiment quand même que on voit quand même ce qu'on a apporté, même si au niveau des dialogues, de toute façon, moi je suis très très attaché à la structure et aux situations, et c'était surtout ça, notre travail collectif ensemble, et qui était très agréable. Et donc voilà, c'est le seul truc que j'ai à ajouter, sinon tout à fait d'accord avec Judith. Non, mais c'est ça le truc, en fait, c'est qu'un auteur dans une équipe, alors moi c'est intéressant parce que j'ai été aussi auteur dans d'autres équipes, et notamment pour Frédéric Krivine, vraiment pendant 5 années, être dans l'atelier et à fournir cette matière et à la voir être transformée. Donc c'est aussi, quand on rentre dans une équipe d'auteurs, c'est une sorte d'école de l'humilité, parce qu'on sait qu'on va produire beaucoup pour qu'à la fin, ça soit tout autre chose. Et c'est un peu irrationnel, en fait. Pourquoi, à ce moment-là, Krivine, il décide que ça doit être écrit comme ci ou comme ça ? Pourquoi, moi, sur 10%, ce truc-là, je vais le laisser, puis je vais le transformer ? Des fois, j'ai même du mal à l'expliquer moi-même, et d'ailleurs, je prends pas ce temps-là. Parfois, je me dis, il faudrait que je le fasse. J'arrive à transmettre, à expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais en fait, ça va trop vite à la fin. Et on n'a pas le temps, et donc il faut être efficace, et je le fais, et parfois peut-être je me tromperai, mais c'est pas grave, ça sera cohérent, parce que mes erreurs et mes forces resteront cohérentes, en fait, à partir de ce qu'auront donné les auteurs. Donc rentrer dans une équipe comme ça d'auteurs, c'est être à la fois humble et en même temps avoir une capacité d'orgueil et de jusque-boutiste, en fait, de vraiment tenir à ce qu'on a à dire. Et moi, je demande vraiment tout le temps aux auteurs, mais j'y crois énormément, mais allez-y, quoi, racontez-moi quelque chose. Je veux vraiment que vous y croyiez vous-même, sinon c'est pas intéressant. J'ai besoin que l'auteur lui-même, il soit convaincu par ce qu'il raconte, que ce soit pas juste pour me faire plaisir, ça n'a aucun intérêt sinon. Donc on va vraiment chercher les auteurs pour qu'ils proposent des choses, parce qu'après, ça n'a rien à voir écrire de rien ou écrire de quelque chose. Et même si c'est pas bon ce que l'auteur a renvoyé, écrire contre, c'est toujours plus facile que écrire de rien. Donc ça sert à ça, les auteurs dans une équipe. Après, quand on dirige, on évalue, on reçoit une version, et on se rend compte très vite, ok, là j'ai 3 jours de boulot, là j'ai 1 semaine de boulot, là j'ai 24 heures, c'est cool. Enfin, donc voilà, on évalue vite de ce qu'il y a, et le but c'est qu'il y en ait le moins possible à faire derrière, mais il y a quand même toujours une passe à faire par-dessus. Et du coup, comment, pragmatiquement parlant, s'organiser l'écriture du pool d'auteurs de 10% autour de toi, et est-ce qu'il y a une journée type de l'atelier d'écriture que tu peux... A priori non, puisque après ça bouge forcément en fonction de comment avance le projet, mais si on se dit, voilà, vous commencez la saison 3, le travail sur la saison 3, comment est-ce que tu organises le travail ? Oui, c'est très c'est segmenté, en fait, l'année. On va dire qu'une saison de 10%, ça s'écrit sur environ 12 mois. Alors, on commence avec un nombre restreint d'auteurs. En général, c'est 2 ou 3 auteurs plus moi. Là, pour la saison 3, c'était 2 auteurs, Benjamin Dupas et Eliane Montagne, qui sont des auteurs piliers, qui sont là depuis la saison 1. Parce que j'ai décidé que pour les arches, c'était pas la peine qu'on soit 5 ou 6. En fait, ça sert à rien. Il vaut mieux être un peu moins nombreux et rester très concentrés. Et que ça reste aussi cohérent. Donc là, on travaille pendant 2 mois à peu près, et un petit peu plus, 2 mois et demi. Après, il y a un temps de rédaction. Là, c'est un temps pendant lequel on se voit vraiment très très souvent, pas tous les jours, mais presque. Ouais, voilà, peut-être 3-4 fois par semaine. Et donc, on fait des réunions assez intenses. Et là, on élabore les arches de la saison, tout ce qui concerne les récurrents, en fait. Pas les stars. Les stars, ça vient bien plus tard. À l'issue de ça, donc au bout de 3 mois à peu près, il y a un document que moi je rédige qui fait entre 20 et 30 pages, qui est une sorte de document de référence pour toute la saison, donc voilà, qui va raconter tout ce qui se passe pour les personnages récurrents, avec déjà parfois des impulsions qui vont concerner les stars. Alors on n'a pas encore l'intrigue, mais par exemple on savait cette saison qu'à l'épisode 4, il y allait avoir un tournant, parce qu'on voulait que ça puisse avoir des conséquences. Donc c'est l'épisode d'Isabelle Huppert, mais à cette époque-là on ne savait pas que ce serait Isabelle Huppert, mais
on avait écrit dans les Arches, il y a une grosse merde à ce moment-là. On savait pas de quelle nature elle serait, mais un procès, un litige, voilà. On voulait qu'à ce moment-là, ça chauffe et que ça puisse continuer jusqu'à la fin. Donc déjà, ça arrive dans les Arches, mais c'est pas encore très précis. Et une fois que ça c'est fait, après là, c'est là où je réunis les autres auteurs, un peu de façon chronologique. Donc on va commencer par les 2 premiers épisodes, ensuite les 2 suivants, ensuite les 2 derniers. Donc en fait, c'est pas un atelier dans le sens où on n'est jamais 6 dans la même pièce avec un grand tableau où tout le monde dit la sienne. Ça marche pas comme ça, c'est quand même un petit peu plus découpé. Il y a des ateliers où ça se fait, mais en France, je crois pas beaucoup. Ouais, voilà, sur Fais pas, tu pourras en parler après. Mais moi, là où je suis passée, même avec Krivine, en fait... On est rarement tous ensemble dans la pièce pour parler des épisodes en eux-mêmes. On parle des arches, mais après, une fois qu'il s'agit du découpage, en général, c'est le moment où l'auteur il récupère ce qu'il y a dans les arches qui concerne son épisode et il commence un peu à s'autonomiser, quoi. Et là, moi, c'était le cas. Alors, ce que je faisais, c'est que je les regroupais un peu 2 par 2. Donc, les 1 et 2 travaillent ensemble, les 3 et 4 travaillent ensemble. Dans le calendrier, c'est les 1 et 2 travaillent ensemble une fois que c'est un peu stabilisé, c'est-à-dire qu'on a une sorte de structure qui commence à ressembler à quelque chose. Hop, on lance les 2 suivants et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, ça marche un peu par binôme. Alors il se trouve que là, cette année, les 2 premiers épisodes, c'était Benjamin et moi qui les écrivions ensemble, les 2. Mais après, on met les auteurs en binôme. Et cette année, il y avait une chose un peu différente, c'est que Benjamin Dupas, je l'ai fait un peu monter, on va dire, dans la hiérarchie. C'est-à-dire c'était un vrai, comme un peu un co-directeur de collection. Donc il a été là, présent sur à peu près tous les épisodes, au moins dans un premier temps pour lancer l'épisode, vérifier que justement, qu'est-ce qu'on veut raconter, est-ce qu'il y a du jus, est-ce qu'il y a du sel, est-ce que les situations sont bonnes. Puis après, il allait faire autre chose. Et là, l'auteur, à ce moment-là, devient un peu plus responsable de son épisode et il est en charge de vraiment rédiger une structure de l'épisode. Et à partir de là, il y a un échange. En fait, ça va du collectif à l'individuel, quoi, et à la doublette avec moi. À la fin, c'est vraiment l'auteur en collaboration avec moi. On coécrit à 2. Et puis après, à la toute fin, dans l'urgence, ça redevient un peu collectif parce que c'est là où j'appelle Judith à moitié en larmes et Eliane Montane et tous ceux qui peuvent venir aider reviennent à la fin. Mais sinon, voilà, c'est à peu près ce que je viens de raconter. Vous avez des choses à rajouter? Vous êtes d'accord? Oui, alors, excuse-moi, je te prends le micro. Tu évoquais justement la question des stars. Tu disais que ça arrivait assez tard dans l'écriture. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce qu'on pourrait croire justement que vous écrivez pour des personnes. En tout cas, on a ce sentiment vraiment. Mais ce choix n'était pas acté au départ. Vous l'intégrez ensuite en fonction? Alors, ça a évolué avec les saisons. En saison 1, on était très focalisé sur les stars, parce que comme c'était la grande promesse de la série et que c'était ça qui excitait le plus France 2, et puis c'était l'originalité de la série, et puis c'était Dominique Besnéard, son carnet d'adresses, tout était, on misait beaucoup là-dessus, et on avait une façon de fonctionner que maintenant je trouve complètement absurde, mais à l'époque ça paraissait normal, c'est qu'on écrivait vraiment sur mesure pour quelqu'un qui, par amitié pour Dominique Besnéard, avait dit un oui de principe. Parce que maintenant, l'expérience m'a appris que ça ne valait vraiment rien et qu'il fallait surtout pas faire comme ça. Mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Donc, on avait des épisodes écrits vraiment pour une personne. Et comme ces personnes-là ont toutes refusé, les unes après les autres... Oui, sur le projet, en fait. La saison 1, on a pratiquement eu personne au premier coup, quoi. Ça a été une énorme galère d'avoir le cast de la saison 1. Et donc... Ce qui se passait, c'est qu'on avait écrit par exemple pour Sophie Marceau qui disait non, et du coup il fallait réécrire pour quelqu'un d'autre, et à chaque fois on se remettait à réécrire mais vraiment pour quelqu'un d'autre, jusqu'au jour où on s'est dit mais en fait non, il faut juste changer le nom là, ça suffit d'essayer à chaque fois d'intégrer la carrière de la personne, sa personnalité. Non, au fur et à mesure nous est venue l'évidence, c'est que ces personnes-là, comme de toute façon elles ne vont pas jouer elles-mêmes, elles vont jouer une sorte d'avatar d'elles-mêmes, et en fait un archétype aussi un peu. Il vaut mieux commencer par l'histoire et après on met un nom, et puis selon la personne on rajoutera par-ci par-là des petits éléments biographiques. Alors ça, après en saison 2 et en saison 3 c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc c'est pour ça qu'au début des Arches on écrivait vraiment pour les récurrents.
quand l'auteur de l'épisode arrive vraiment et commence à se concentrer sur son épisode, c'est là qu'on commence à évoquer, bon alors, quelle intrigue ? Quel genre de star ? Plutôt une star populaire de tel âge, plutôt un homme, plutôt une femme. Parce qu'on a envie de parler de ça. Donc, quel sera l'acteur qui pourra en parler le mieux ? On commence à rêver un peu sur quelqu'un, mais on se dit, si c'est pas ce quelqu'un, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre. Et au moins, on se protège un peu. Parce que sinon, en saison 1, le coût en énergie et même en fait en disponibilité et même en thunes au bout du compte, parce que c'était quand même nous les auteurs. Il était que sur nos épaules à nous, les auteurs, c'était nous qui réécrivions. On n'était pas toujours bien payés pour ça. Donc c'était pénible. Donc on s'est protégé de ça les saisons suivantes en essayant d'écrire d'abord des intrigues solides, en se disant ok, ça pourrait être du Jardin, ça serait génial, mais si c'est pas lui, eh ben, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Il y a quelques exceptions, il y a quelques épisodes où on a vraiment écrit en pensant très très fort à une personne et en se disant oula, si c'est pas elle, ça va être chaud. Par exemple, Isabelle Huppert, on voulait vraiment que ce soit elle. Et il y en a peu des comme elle, en fait. Aussi mythique, aussi boulimique de travail, voilà, un peu impressionnante. Enfin, on aurait pu trouver, mais elle dégage vraiment ça. Et là, c'était vraiment écrit pour elle. Mais on savait qu'elle avait envie de venir, donc on avait quand même un peu tâté le terrain. Et puis après, non, la vérité, c'est aussi qu'entre la saison 1 et la saison 2 et la saison 3... les portes se sont ouvertes. Enfin, le succès de la saison 1 nous a vraiment aidé à les convaincre au début. Je pense qu'ils ne voulaient pas, parce que c'était de la télé, parce que c'était France 2, que c'était une époque où ces personnes-là ne venaient pas trop à la télé, elles avaient l'impression un peu de se commettre. Et puis au fur et à mesure, ça s'est beaucoup décontracté et à la fin, c'était beaucoup, beaucoup plus simple de les avoir. En fait, là, sur la dernière saison, c'est quasiment toutes les premières personnes auxquelles on a pensé qui sont finalement là. Donc ça s'est facilité. Merci. Alors j'aimerais savoir, connaître votre avis à tous les trois sur ce qui, à votre avis, sont les avantages et les inconvénients de l'écriture en atelier comme ça. Parce que j'imagine que vous avez tous écrit aussi séparément, pas forcément dans des structures de pôle d'auteurs. Et du coup, qu'est-ce que pour vous, avantages, inconvénients de chaque méthode ? Et celle que vous préférez du coup par rebond ? L'avantage en atelier, c'est ce que je considère comme un atelier, c'est minimum 3, on va dire, c'est que y a plus de cerveau en fait, donc plus de force de proposition, et donc plus on est nombreux, plus on peut avoir plein de propositions dont il faut faire ensuite le tri, quoi. Mais et l'inconvénient, c'est que parfois il y a trop de propositions, ça va dans trop de directions différentes, et du coup ça, si jamais il y a trop de personnalités il y a un plus gros risque de personnalités qui font pas mouche et qui veulent pas aller vers le. Mais bon, après c'est un casting, quoi. Il faut savoir trouver des gens qui s'entendent bien et qui ont envie d'écrire ensemble. Tu disais que c'était un bordel parce qu'au bout d'un moment tu dois gérer tellement d'épisodes qui sont écrits par différentes personnes. C'est vrai que moi, l'expérience que j'ai sur Irresponsable, où je coécris seulement avec ma sœur, avec Camille Rosset, et on écrit juste à deux, un épisode par un épisode. C'est que du coup il n'y a pas ce côté devoir gérer plein d'auteurs en même temps, devoir faire des sauts périlleux, devoir réfléchir en même temps à 5 épisodes. Le lundi je fais l'épisode 5, le mardi je fais l'épisode 2 avec tel auteur. Au bout d'un moment, j'imagine que ça doit être vraiment très 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 prise de tête. Donc voilà, j'imagine que la folie que ça peut créer un atelier d'écriture peut être force de créatrice, mais peut aussi devenir un vrai bordel à gérer pour un auteur principal. Il faut avoir les épaules pour ça, quoi. Par contre, en tant qu'auteur solo, auteur sourd, c'est très agréable de participer à la période de j'étais pas là sur l'écriture des arches de la saison 3, mais du coup là sur la saison 4 je l'ai fait, et je viens de faire une autre arche sur une autre série en ce moment. Réfléchir aux arches avec des auteurs, je trouve que c'est la meilleure partie en fait, parce que tout est possible, on n'est pas encore dans le réel, on n'est pas encore on se prend pas encore plein de gadins, on est en train d'inventer une série ensemble, et c'est super stimulant, et
et c'est vraiment très 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 agréable. Et souvent quand t'es pas l'auteur principal, quand tu participes juste à des ateliers où tu réfléchis, et ensuite c'est l'auteur principal qui doit se débrouiller avec tout ça pour rédiger, donc t'as la partie facile en fait quoi. Et après tu te concentres sur un épisode, donc pareil t'es dans ton épisode, ce qui peut être frustrant, c'est l'auteur principal qui vient te voir en disant ce truc là faut que ça saute. T'es en mode pourquoi, c'est super, et la question n'est pas que c'est super, mais c'est que ça fait doublon avec tel épisode, parce que finalement en fait parfois on a des idées en même temps, et en fait ça se ressemble trop, ou en fait tel truc a été supprimé parce que ça marchait pas dans tel épisode, mais du coup ça ne marche pas non plus dans ton épisode finalement. Ça peut être très très frustrant, et ça c'est une fois que tout le monde est séparé quoi, où t'apprends des changements qui te choquent quoi. Tu dis mais pourquoi en fait, t'y étais pas là, donc tu t'en rends pas compte en fait. Mais donc voilà, c'est des contraintes, mais bon, je pense que c'est bien en fait, qu'il y ait de plus en plus d'ateliers avec plein d'auteurs, et que la logique des séries, en tout cas qui font minimum 6x52 écrites seulement par 2 personnes, surtout si c'est de long cours, qui a l'idée qu'il y a une saison 2, 3, 4, c'est bien d'arrêter d'avoir juste un auteur solo ou juste 2 auteurs quoi. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ce qui est bien d'écrire seul, c'est que tu t'écris ce que tu veux. Ça fait du bien aussi de vraiment écrire ce qu'on veut, de pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce dont on a vraiment envie, soit de faire sa petite psychanalyse personnelle, et de se dire voilà, mon désir actuel c'est de parler de ça, et donc ça je suis en train d'essayer de créer une série, et c'est le travail que je fais en ce moment, et qui fait du bien aussi après avoir longtemps travaillé en atelier d'écriture. Mais néanmoins, au bout d'1 mois et demi, ce qui n'est pas beaucoup, j'ai quand même fait appel à une co-scénariste pour m'aider, parce que quand on est seul face à sa feuille, on arrive assez vite, surtout quand ça fait quelque temps qu'on écrit, à ses propres limites. Ça m'a d'ailleurs, de travailler en atelier d'écriture m'a vraiment aidé à comprendre mes points forts et mes points faibles. Et de les accepter. Je ne sais pas si je les accepte encore, mais en tout cas de savoir les pointer. Ce qui est formidable en atelier, c'est qu'on voit l'idée se transformer et devenir une idée collective. Même on commence à se dire on pourrait faire ça, et que justement d'écrire contre, c'est génial, parce que c'est dans le contre parfois on revient à la première version, mais le contre est souvent meilleur, donc l'idée se transforme, et après s'affine. Ça c'est génial de voir tous ces... Et ça c'est vrai que ça peut fonctionner, j'ai l'impression, qu'avec plusieurs cerveaux, ou alors avec un cerveau mais plusieurs années. Je pense que ça peut marcher aussi. Et encore. Donc ce que j'aime dans les ateliers, c'est ça, c'est vraiment les idées qui se transforment, qui évoluent, qui grandissent. Et puis de pouvoir se dire que si quelqu'un a un personnage en tête, de pouvoir le faire évoluer, et d'arriver à être cohérent avec les personnages, et avec ce qu'on veut raconter, de se fondre dans quelque chose, dans une idée qui nous plaît. Ça, j'adore ça. Et là, la difficulté que je rencontre, c'est de savoir vraiment de quoi je veux parler, quels sont les personnages que j'ai envie de voir en série, et de pouvoir être suffisamment convaincue pour convaincre les autres. Pour l'instant, on n'est que 2, donc convaincre ma co-scénariste, c'est une première étape. Et puis d'être convaincue, du contraire aussi parfois, mais en tout cas de pouvoir déjà avoir une force de conviction au départ, pour pouvoir avoir une vision un peu claire de ce qu'on veut raconter. Et en atelier, comme auteur, quand on arrive sur une série qui est déjà sur Fais pas ci, pas ça, c'était le cas. J'ai aimé, j'ai travaillé de plusieurs manières. La première fois, c'était Hélène Le Gall m'avait appelé aussi un peu en urgence sur un épisode, et elle m'avait fait passer une sorte de petit test sur une petite intrigue, et ça lui avait plu, et après elle m'avait proposé de continuer, et sur la saison suivante.
Et puis, on était 8 scénaristes en atelier. Là, pour le coup, on était assez nombreux pour les Arches. C'était une sorte de brainstorming à 8, ce qui n'était pas évident, mais ils étaient 2 directeurs d'écriture, et Cook et Hélène, et et après ils faisaient le tri. Ils ont réparti toutes les intrigues par épisode, et après effectivement en fait dans le brainstorming on parlait de toutes les intrigues, et après on savait pas sur quel épisode ça allait tomber, donc c'était bien aussi de pas se concentrer, sinon on chérit notre intrigue, on dit c'est moi qui vais l'écrire après, donc je vais me concentrer, c'est mon intrigue. Ce qui est bien, c'est de pouvoir parler de toute la saison de manière libre, et puis après peu importe quelle intrigue on va recevoir pour notre épisode. Donc je parle de plein de choses en même temps, mais ce que j'aime dans ce travail collectif, c'est effectivement de pouvoir parler de soi, de donner de soi, de partager, et à la fois ne pas avoir la responsabilité finale en fait du choix final. Ça c'est très confortable. C'est frustrant, mais c'est très confortable. C'est plus facile quand même. Après, ce qui est compliqué quand on dirige une équipe, c'est justement gérer le nombre. Et là, sur 10%, par exemple, cette saison, il y avait 5 auteurs, même peut-être 6 avec toi, du coup, à la fin, je ne sais même plus, 5 auteurs plus moi. Et les calendriers, en fait, là, dans la partie très concrète de ça, c'est assez compliqué parce qu'en France, comme vous le savez, on n'est pas employé exclusivement quand on travaille sur une série, enfin, en dehors de la personne qui dirige, mais les autres auteurs, en fait, ils font plein de choses et c'est normal. Mais du coup, c'est compliqué quand on dirige d'avoir des gens qui sont à la fois là et pas tout le temps là, et qui sont un peu dispersés parce qu'ils ont plein d'autres projets. Et moi, je sais que j'en ai un peu souffert, au point de me dire, mais est-ce que c'est la bonne méthode en fait ? Est-ce qu'avoir comme ça un auteur par épisode qui vient sur son épisode, mais après qui perd un peu le fil parce qu'il a d'autres choses à faire, il va aller rendre une version dialoguée d'une autre série, puis après il revient. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire quelque chose de plus ramassé ? Alors toi, tu l'as fait, Judith, elle a travaillé comme ça avec Eliane Montagne sur Papa ou Maman, la série pour M6. Peut-être tu pourras nous en parler, mais moi, c'est quelque chose que j'envisageais. Si j'avais continué 10%, ou peut-être pour les séries futures, en fait, j'en sais un peu rien, mais bon. Peut-être d'avoir seulement 3 auteurs, par exemple, et de faire tout à 3. Avec une personne qui est dans une position forcément un peu de chef parce qu'il faut trancher, il faut toujours qu'il y ait une personne comme ça, mais où les autres sont vraiment rémunérés confortablement pour être là vraiment tout le temps en fait. Parce que moi, sur 10%, ce qui m'a fait souffrir, c'est des moments l'impression d'être seule, parce que chacun est sur son truc, et puis justement sur ce que dit Judith, c'est-à-dire les moments où il faut trancher, où alors ok, il se passe ça dans le 1, mais là j'ai un gros doute sur le 4, je sais plus. Mais je peux pas vraiment les rassembler tous parce qu'ils sont pas disponibles. Si je commence à dire est-ce que les gars vous voulez pas me donner un coup de main pour prendre cette décision, il faut faire ça en 15 jours le temps que tout le monde soit dispo, donc c'est pas possible. Donc en gros c'est moi qui suis tout le temps en train de me triturer le cerveau pour garder le fil. Après c'est pour ça que je suis payée aussi, mais il y a quand même un truc de prendre la décision avec d'autres. C'est-à-dire que même si la décision nous revient, savoir qu'on peut aller discuter avec quelqu'un, s'épancher, ne serait-ce que pour conforter une option, par exemple, c'est extrêmement important. À un moment, j'avais envisagé d'avoir quelqu'un tout le temps avec moi, en fait, de tenir par la main. Quelqu'un, voilà, un piou-piou, un junior à qui je peux parler. Bon, moi, j'ai jamais fait, mais peut-être que je le ferai un jour. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a tout le temps, on est agité par des trucs, là, qu'est-ce que je fais et tout ça. Bon, évidemment, on est capable de le faire un peu tout seul, mais ça ferait gagner du temps si on avait... des personnes vraiment très disponibles, mais ça va avec toute une réflexion sur nos conditions de travail, le fait qu'on ait des bureaux mis à disposition pour nous, qu'il y ait une pièce dédiée à l'écriture dans ces bureaux, qu'on puisse y laisser nos tableaux, nos post-it, nos machins, et que ce soit un endroit où les gens se retrouvent en fait, mais quasiment tous les jours. Parce que comme ça, s'il y en a qui sont en train d'écrire leur version pendant que d'autres sont en réunion, on peut aussi se poser des questions. Mais toi, dans ton épisode, t'en es où ? T'as fait quoi ? Tiens, donne-moi une idée pour telle scène, je suis un peu bloquée, viens, on en parle 5 minutes. Enfin, c'est ça, moi, je pense qu'il nous ferait gagner beaucoup de temps et en qualité aussi. Et du coup, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis. Par rapport à cette question de pool d'auteurs, on a l'impression que c'est quelque chose qui commence quand même à se populariser, mais qui n'était pas forcément très évident avant, alors qu'on y voit quand même certains modèles de transmission, déjà, de compétences au sein de l'atelier. Et même, est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, en France, il y a un modèle à créer autour de ça, justement ?
comme tu étais en train de l'évoquer. Après, quand même, pardon, mais ça fait longtemps que ça existe. Enfin, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai jamais écrit seule, en fait. Ça n'existe pas. Enfin, j'en connais très très peu. Enfin, toi, Fred, t'écris avec Camille, ta sœur, mais c'est assez rare. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais franchement, des séries qui ont plus de 6 épisodes, mais même, c'est très très rare en France des auteurs qui écrivent seuls. J'en connais très très peu. Ouais, Cook, il a écrit tout seul Nox là pour Canal, mais sinon quand même, je sais pas vous, je vais passer le micro, votre expérience, mais ça y est maintenant en fait, on peut plus écrire une série tout seul, on est obligé d'écrire à plusieurs. Après c'est un peu mouvant selon la série, il y a des séries avec plus ou moins d'auteurs, il y a des séries très très bouclées, par exemple les séries où il y a un gros volume de polar bouclé par exemple, il y a un gros turnover d'auteurs, les séries évidemment un peu plus originales, plus conceptuelles ou plus d'auteurs, là il faut trouver, c'est celles-là qui sont les plus difficiles, il faut trouver le bon schéma parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va impulser et imprimer sa marque, mais qui a quand même aussi besoin de personnes qui viennent se glisser là-dedans. Donc c'est ces séries-là où c'est assez organique et chaque série a son modèle. Mais je sais pas, moi j'ai jamais, depuis que j'écris, j'ai toujours travaillé en atelier. C'est une question d'impératif de production aussi, j'imagine, puisqu'il faut revenir le plus vite possible. Ouais. Les délais sont courts. Cette année, j'ai travaillé sur beaucoup de séries en même temps et c'est vrai que je le ferai plus. Mais parce que on a le cerveau... Enfin, je pense que moi, ça m'aide d'avoir 2 projets. Un projet... peut-être sur des tons différents ou alors un projet plus personnel, un projet plus... où je peux justement répondre à un travail plus collectif. Mais ce qui s'est passé sur Papa ou Maman, c'est vrai que c'était super et je pense que c'est vraiment un bon modèle à tenter. On était 3, donc il y avait donc la directrice d'écriture créatrice de la série, co-créatrice de la série, et puis un autre auteur et moi, et Thomas Mansuy, donc Eliane Montagne, Thomas Mansuy et moi. Et on a sur la saison 2, parce que la saison 1 avait été justement un peu chaotique, et là ça a duré 1 an, ça a duré 1 an, un peu plus d'1 an d'écriture, et on se voyait tous les 2 jours, toute la journée. Donc c'est vraiment une sorte de gros mi-temps. Et on a élaboré les arches, et puis après on a fait ensemble les beat sheets, les sortes de traitements de l'épisode, et puis après juste pour le dialogue on part chacun avec nos 2 épisodes en fait. Et c'était, on est comme auteur, c'est sûr qu'on est beaucoup plus impliqué dans l'écriture, et puis donc on réfléchit ensemble aux problèmes, que en fait s'il y a un problème aux arches, on sait qu'on va le retrouver après, c'est pas qu'on n'écrit pas juste les arches et après on s'en va, et celui qui va faire l'épisode 2, on le savait aux arches au moment de... Parce qu'on connaît un petit peu les faiblesses, donc quand on sait déjà qu'on va se les coltiner après, on les traite, enfin c'est idiot, hein, même on a beau être consciencieux, avoir une rigueur professionnelle, il n'empêche que on a envie de se reposer un peu le cerveau parfois, et donc quand on sait que les problèmes on va les avoir après, on lâche pas au moment des arches aussi. Donc en fait finalement on est arrivé à un travail des arches très poussées, puisqu'on savait qu'on allait faire tous les traitements ensemble aussi après, donc finalement on travaille mieux, avec ce rythme d'écriture quasi quotidien, ou même avec une journée entre les 2, c'est pas mal parce qu'on a du recul, qu'on repense à ce qu'on a fait la veille, et que le lendemain on a d'autant plus d'attaques. C'est bien, 3 jours par semaine, c'est super, et le week-end on y repense. Plus on travaille sur un projet unique, plus évidemment on en rêve, il y a des choses de la vie quotidienne qui réapparaissent dans le projet, des questionnements plus intimes que quand on vient juste réfléchir à une intrigue et puis après on passe à un autre projet. Et puis tout revient, il y a des vannes qu'on a sorties aux arches, on les retrouve au dialogué, même après on se dit celle-là, cette vanne on l'a depuis le premier jour des arches, mais on n'a pas réussi à la caser, ou alors cette idée-là, ou quelque chose, une idée qu'on avait eue au début, et puis elle est partie comme ça, puis finalement on se dit mais c'était ça la bonne idée, c'est la première idée qu'on avait eue, et ça si jamais on n'était pas aux arches, en fait c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui se perd. Alors on perd plein de choses, mais parfois c'est la clé, elle vient d'un travail qu'on a fait bien en amont, donc ce travail sur 1 an avec à 3, je trouve que 3 c'est un bon chiffre aussi, parce que
quand il y a une idée forte, il y a 2 autres personnes qui peuvent... Enfin, ça fait 2 contre 3 souvent, mais si on arrive à... Ouais, c'est mieux que le 1 contre 1, je trouve que c'est... Et avec quelqu'un qui a la tête de l'écriture quand même, donc qui tranche, qui va dire oui, mais c'est plus par là, et puis qui quand c'est quelqu'un de super peut être convaincu quand on voilà, et puis mais qui tient sa ligne quand même. Enfin voilà, c'était vraiment très très bien. Je pense que c'est vrai que c'est un bon modèle d'écriture, d'être impliqué au minimum, je pense, à mi-temps sur une série. Si on arrive à... Enfin, je pense même un peu plus, quoi. Je dirais 3 jours par semaine, et que ça permet de faire autre chose, peut-être développer à côté voilà, un projet personnel, de réfléchir à ce qu'on veut faire, ou même juste aller passer du temps au cinéma ou avec ses enfants. Et je sais pas, je pense que de vouloir toujours travailler sur... Enfin, c'est compliqué parce qu'au début, quand on est jeune auteur, on galère, on gagne pas du tout sa vie avec ça, on écrit 1000 projets qui finissent dans les tiroirs, on se fait jeter par toutes les prods, enfin c'est dur, quoi. Enfin vraiment au début c'est ça. À un moment donné, il y a un déclic, si on a la chance qu'il y ait un déclic, et puis on fait un truc de comédie, voilà, tout le monde t'appelle pour faire du fais pas ci pas ça, donc t'as 10 000 rendez-vous pour que tu refasses du fais pas ci pas ça, et puis après tout le monde t'appelle pour faire que ça, puis tu commences par accepter, tu fais des choses parce que tu as besoin de travailler, que tu es hyper contente qu'on t'appelle, c'est hyper flatteur, et puis c'est du travail, etc. Tu te mets à faire des choses que tu aimes moins parce que voilà, c'est pas vraiment ça que tu veux faire. Tu essaies de dire, bon, alors il faut que je fasse ce que je veux, mais ce que je veux, est-ce que je peux gagner ma vie avec ? Trouver une sorte d'équilibre entre voilà, comment gagner ma vie et comment pouvoir me lever le matin en me disant que ce que je fais a un sens. Et voilà, et donc voilà, une fois qu'on arrive à un stade où on peut trouver une série qui nous plaît, et qui puis on peut mettre ce 3 jours par semaine dans une série, je pense que ça vaut le coup, en tout cas pour cette série là. Et si jamais j'arrive à créer ma série, je pense que c'est ça que je vais essayer de faire aussi, de trouver une petite équipe 3, même si après je pense que ça peut aussi, on peut faire appel à d'autres auteurs après, mais en tout cas d'essayer de trouver et dans le calendrier et donc pardon, pour rebondir sur la question financière qui est hyper importante sur Papa ou Maman, on a réussi à imposer une sorte de mensualisation, parce que ce qui se passe en général, c'est qu'on est très peu payé au début, sur les arches, c'est très mal payé. Sur les beat sheets, c'est pas très bien payé, alors que c'est le plus gros travail, en fait, c'est vraiment le travail d'élaboration, etc. Et après, on est mieux payé sur les dialogués, mais bon, faut déjà arriver au dialoguer. c'est pas toujours, pas souvent le cas. Enfin, pas souvent le cas, si c'est le cas dans les séries qui marchent très bien, mais sinon, c'est quand même, voilà, c'est loin, quoi. Et donc, d'arriver à être mensualisé, c'est voilà, c'est comme une reconnaissance aussi du travail qu'on fait, et de la disponibilité qu'on accorde à la série, et de cette forme de travail, en tout cas sur un an, et on sait où on va, c'est rassurant, on n'a pas à se dire comment je vais faire pour arriver à la fin du mois, ok, j'accorde ce temps-là, c'est dans l'espoir que ça aille jusqu'au bout. Enfin, il y a une tranquillisation quand même qui fait on arrive... on est content, je sais pas, on fait notre métier, quoi. Et ça, c'est vrai que être scénariste, souvent, c'est pas encore assez considéré comme un métier. Sur l'avantage des ateliers, moi j'ai juste 2 choses à rajouter. C'est déjà le premier, c'est ça participe au besoin d'industrialiser un petit peu la chose, et donc de faire en sorte que les saisons 2, les saisons 3, les saisons prochaines arrivent pas trop tardivement, quoi. Ce sera super de réussir à en faire une par an. Parfois, chaque série trouve son rythme. Le rythme trouvé pour 10%, souvent à cause du problème des guests, c'est 1 an et demi. Mais 1 an et demi maximum. Et par exemple, les responsables, on a réussi à un peu mieux à faire pour entre la saison 2 et la saison 3. On sera plus proche d'1 an
que des 2 ans, mais c'est impossible à faire autrement parce qu'on ne nous paye pas assez, donc on ne peut pas payer d'autres auteurs, donc aller plus vite, et comme on est obligé de bosser sur d'autres choses en même temps, enfin voilà, c'est impossible d'avoir un rythme industriel, donc de sortir, d'avoir la régularité qui pour moi est quand même assez importante dans une série. Et puis le deuxième truc, tu l'as déjà dit, en fait, c'est ça forme des gens, en fait. Déjà, ça donne du boulot, parce que plus d'auteurs sur une série égale des auteurs qui ont la possibilité de bosser sur d'autres séries et d'apprendre. C'est-à-dire que moi, en ce moment, là, je gère un atelier d'une série d'un 6x52. Je ne vais pas en parler encore vraiment précisément parce que la chaîne l'interdit, mais on est en train de développer ça. Et en fait, si j'avais fait que Irresponsable, j'aurais peut-être pas su exactement comment on gère un atelier. Le travail avec Fanny, avec Marie Roussin, avec Charles Chanson, où j'ai travaillé sous leur supervision, où j'ai vu comment elle gérait un atelier. Moi, du coup, je me sens aujourd'hui capable, du coup, de moi-même être directeur d'écriture d'une série, ce que je n'aurais sûrement avec plusieurs auteurs, en fait, quoi. Et j'avais envie de travailler avec plusieurs auteurs. Moi, d'ailleurs, pour cette série-là, du coup, alors désolé, je me suis plus inspiré du modèle Marie Roussin, mais parce que en fait, mais pour une simple et bonne raison, c'est que Marie, j'étais arrivé avec elle, j'étais arrivé sur son projet, c'était Les Bracelets Rouges, sur la saison 1, et donc une saison 1, c'est différent, parce qu'une saison 1, en fait, on développe un temps tout seul avant qu'une chaîne dise allez-y, et donc prenez d'autres auteurs, et donc du coup, moi, on a déjà quasiment 2 épisodes de près, le premier est fini, et le deuxième, je l'écris à nouveau tout seul, donc d'une certaine manière, quand on se lance dans les ateliers, on a surtout 4 épisodes encore à réfléchir et à écrire. Et donc du coup l'idée de se dire par soirée, parce que il y a 2 épisodes par soirée, il y en a un que moi j'écris et un qu'une auteure a écrit, ça me paraît bien. Donc du coup en l'occurrence là on est 3 en atelier à réfléchir à ce qui se passe en épisode 3, 4, 5, 6, et je ferai par exemple, je sais même pas encore, le 4 et le 6, et l'une des auteurs de l'atelier écrira le 3 et l'autre auteur écrira le 5. Et ensuite, si saison 2 il y a, cette fois je prendrai sûrement un auteur en plus, parce que cette fois j'écrirai 3 épisodes, et 3 autres épisodes seront écrits par les co-auteurs des Arches, et je trouve ça bien, même si, alors je dis ça paradoxalement, du coup je suis un contre-exemple, mais j'aime bien que les auteurs qui arrivent sur la série en fait ont participé aux Arches et débarquent pas de nulle part, et donc savent très bien ce qu'ils ont à écrire. C'est rigolo que je dise ça parce que c'est l'inverse total de ce qui s'est passé avec 10%, quoi. Mais voilà, ça c'est un modèle qui me plaît bien et qui me correspond, parce qu'en fait c'est ça, je pense qu'il y a autant de modèles qu'il y a de personnalités, de directeurs d'écriture qui doit trouver ce qui lui convient, quoi. Et moi c'est en voyant plusieurs exemples, en travaillant avec différentes personnes que je me suis dit ça c'est un truc qui me conviendra pas, ça c'est un truc qui me conviendrait, et donc enfin voilà, on ne devient pas directeur d'écriture si on n'a pas travaillé sur d'autres séries avant en tant qu'auteur d'atelier, donc c'est essentiel pour une passation de pouvoir, de travail, quoi, transmission. Oui. Non, c'est juste, c'est sur Papa Maman, il y avait aussi un assistant stagiaire, c'était plus que ça, parce qu'au début, après il avait son salaire, et en fait il est scénariste, et parce que la transmission c'est hyper important, en fait, c'est hyper important. Moi j'ai vraiment appris que comme ça, vraiment en travaillant dans des ateliers d'écriture, c'est là où j'ai le plus appris dans l'écriture, comment écrire, comment réfléchir, jusqu'où tirer les personnages, jusqu'où aller creuser en soi, ça m'a vraiment, c'était fondamental. Et là bon, c'est des conditions assez exceptionnelles, hein. On a réussi aussi à avoir quelqu'un qui prenait les notes de toutes nos réunions d'Azarch, donc qui était là aussi 3 jours par semaine, qui faisait des comptes rendus, qui allait chercher faire du sourcing si on avait besoin de renseignements sur le BTP, il allait chercher le BTP, sur la gynécologie, il allait chercher sur la gynécologie, il interviewait des gens, donc lui ça l'a amusé, et aussi ça l'a il a aussi appris pas mal, et puis et après aussi sur
petit à petit, il a commencé un peu à participer aussi à donner des idées, à rebondir et d'impliquer comme ça un auteur junior, c'est vachement bien. Je pense que c'est aussi hyper important. Enfin, je pense qu'en fait, 3 plus quelqu'un qui viendrait, qui après dans la saison suivante peut devenir auteur. C'est un bon... Je tiens à dire que je plus sois parce que on l'a pas fait dans la salle dont je parlais et maintenant c'est trop tard, mais c'est énorme connerie. C'est là ce que tu me dis, le personne qui écrit, qui prend des notes et qui fait surtout du sourcing. C'est comment on a pu ne pas y penser, quoi. C'est complètement con. Et à nouveau c'est trop tard maintenant, donc on s'est démerdé, voilà. Mais plus jamais. Mais faut faire ça, quoi. Mais pour ça, il faut sortir des sous. Et ça, parfois, tu as des prods qui ne veulent pas, même si c'est pour une grosse chaîne. Donc, ça, c'est encore autre chose. Non, je voulais juste dire que toute cette organisation, elle dépend aussi de la volonté ou pas, ou à quel point de l'auteur principal ou directeur d'écriture, d'écrire des premières versions, en fait. Moi, par exemple, je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est mon expérience sur 10%, en fait, j'aime pas trop ça, c'est pas dire que j'en suis pas capable, mais c'est que comme on doit avoir une vision très surplombante et pouvoir essayer d'utiliser le meilleur, être dans les sous-bassements, en fait, c'est pas là où on est le plus utile. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. C'est pas là où, finalement, je suis la plus productive. Je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir, un temps qui pourrait être plus mis à profit à travailler avec les autres auteurs. Donc, c'est pour ça aussi que moi, dans mon organisation, il y avait vraiment un auteur par épisode parce que j'aime pas être moi la première qui va aller mettre le plâtre et les briques, en gros. Je préfère laisser faire ça à des gens qui d'ailleurs sont très bons. Et puis c'est crash test, ils sont payés pour ça, ils y vont et moi intervenir après. Mais du coup, par exemple, ce que tu décris comme fonctionnement où le directeur d'écriture lui-même écrit par exemple 2 ou 3 ou 4 épisodes sur une saison. De mon point de vue, moi, ce serait pas vertueux, mais c'est juste moi. Après, ça dépend des auteurs. Je préfère moi, déléguer au début et arriver après et prendre beaucoup sur mes épaules après. Et du coup, j'aimerais savoir quel a été, notamment ton rapport, Fanny, aux producteurs et aux diffuseurs dans l'écriture. Je pense notamment à la question de la liberté de ton, puisque tu abordes à travers la série des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à la télé française. De manière frontale, tout ce qui est sexisme dans le milieu, ce qui est la question de la grossesse dans un couple homosexuel. Est-ce que tu as eu des difficultés à un moment donné par rapport à ça, un droit de regard, ou est-ce que au contraire Non, vraiment pas. Un tout petit peu peut-être au début, quand on était en écriture de la saison 1, mais en fait... ni sur la question de l'homosexualité, d'Andrea, d'Hervé. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir une série de prime time où il y a 2 personnages, un vraiment principal, lesbienne, et un secondaire homo, mais qui prend quand même au fur et à mesure de l'importance. Et plein d'autres choses comme ça. Mais assez vite, moi, je me suis pas cachée que je pensais que 10% c'était la comédie de mœurs et que du coup, il fallait être de notre époque. Enfin, sinon, ça valait... c'était pas très intéressant de faire de la comédie de mœurs de 1998 en fait. Donc voilà, c'était ça qu'on avait envie de défendre et puis les producteurs étaient ultra convaincus aussi et finalement à la chaîne ça s'est très bien passé. Il y a eu 1 ou 2 fois où des intrigues qu'on a proposées ont été refusées à cause de ça. Mais c'est pas très emblématique, c'est pas représentatif de la relation qu'on avait avec France 2. Et après, ce qui est vrai, c'est qu'en saison 1, ils scrutaient beaucoup plus. Ils finissaient par nous laisser faire, mais la moindre réplique était quand même sous-pesée. Attention, mais finalement, ils lâchaient quand même toujours un peu. Moi, je pense que j'avais beaucoup de conviction. Je pense que les producteurs étaient vraiment à fond derrière moi. C'était très rare qu'on soit en opposition, eux et moi. Donc c'est passé, et après une fois que la saison a été passée, c'est un peu comme pour les stars, après la chaîne nous a vraiment laissé encore plus libre de saison en saison, et au fur et à mesure on avait de moins en moins de notes, de moins en moins de rendez-vous à la chaîne, c'était beaucoup plus fluide et il y avait une grande confiance, donc non vraiment, moi j'ai pas souffert d'un interventionnisme de France 2. En revanche, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une petite autocensure, dans le sens où quand on sait qu'on est sur France 2, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis pas folle, j'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie à aller lutter pour des trucs dont je sais très bien que ça ne passera pas. On a quand même conscience quand on arrive sur une série comme ça, que c'est France 2, donc que c'est du prime qui vise un public de entre 4 et 5 millions de gens, qu'il y aura dans ce public-là des enfants de 10 ans et des personnes très âgées.
Donc c'est un peu une gageure d'ailleurs. Il faut pas essayer de plaire à tout le monde, mais en revanche, on sait très bien. Mais de toute façon, je sais pas comment dire, c'est même pas. Moi, j'y ai même pas vraiment réfléchi. Je sais pas vous, mais que oui, on va pas mettre du sexe frontal, qu'on va pas mettre des gens qui font des overdoses. Enfin, je sais pas. On est sur France 2 en prime time, quoi. Il y a des trucs, on sait très bien qu'il y a une forme de perversité. Après, le polar s'en charge. Hein. D'ailleurs, c'est curieux parce que nous, en comédie, on va peut-être un peu censurer ça, notamment les choses autour du sexe. Là où, par ailleurs, beaucoup de femmes et d'enfants sont égorgés, pendus dans les bois. Bon. Et ça n'a pas l'air de trop déranger. Au contraire, c'est ce qui marche le mieux. Mais donc voilà, on a une espèce de conscience aussi de quelle est notre chaîne. Et donc ça, même un peu inconsciemment, on finit par écrire aussi pour cette chaîne. Dans mon cas, ce qui était agréable et plus facile, c'est que ça m'allait très bien. Je n'avais pas envie de faire vraiment autre chose. Je ne me disais pas que voilà, j'avais besoin de beaucoup plus de transgression, de perversité, enfin que voilà, l'échiquier tel qu'il était posé me convenait et donc voilà, j'ai intégré la contrainte en fait sans vraiment la remettre en question. Et j'avais une question par rapport au rapport que tu pouvais avoir avec les réalisateurs ou réalisatrices de la série. Est-ce qu'il t'arrivait de passer, malgré ton planning très chargé en atelier, sur le tournage, ou qu'ils fassent appel à toi justement, ce qui est valable aussi pour les autres auteurs, sur vos épisodes respectifs, et voire au montage après? Est-ce qu'on arriverait petit à petit à un modèle de showrunner à la française? Ouais, c'est en train d'arriver petit à petit. Mais c'est en train d'arriver. Fred, il pourra en parler aussi pour Irresponsable. Mais sur 10%, là aussi, ça a été progressif. Moi, je pense que c'est ce que je souhaitais d'emblée, mais sans réellement le conscientiser et pouvoir l'affirmer aussi un peu par manque d'expérience. Parce qu'après, c'est bien beau de dire « Ah, je veux tout contrôler », mais il faut quand même un peu en être capable, avoir la bouteille pour le faire. Parce que tout ça, c'est pas qu'une histoire de décider au montage c'est aussi en fait être dans cette position-là qu'on appelle showrunner, parce qu'on n'a pas vraiment de mot français pour le dire, mais en gros, c'est essentiellement parler avec des gens toute la journée, quoi. C'est communiquer avec des équipes, des techniciens, des comédiens, des réalisateurs. Et tout ça, ça s'apprend en fait. Parce que moi, je me revois au début peut-être être un petit peu frontale. Et après, on apprend que chaque personne vient mettre aussi son talent au service de la série. Comment on discute, comment on met en commun, comment on crée de la confiance, comment on crée un vocabulaire commun, comment on crée de la complicité. Mais tout ça, ça se fait pas d'un coup. Enfin, c'est comme l'écriture, ça s'apprend en fait, mais c'est vraiment un métier. Donc ça, j'ai appris au fur et à mesure. Mais ma détermination n'a fait que grandir. Alors au début, en saison 1, c'était Cédric Clapiche qui était directeur artistique. C'est lui qui avait vraiment, une sorte d'autorité sur la fabrication en dehors de l'écriture. Donc ça, c'était à la fois super, mais un peu dur pour moi, parce que lui, il arrivait du cinéma, donc il n'avait pas bien compris qu'en série, y a un scénariste et que le scénariste va rester alors que les réalisateurs vont partir. Donc il faut quand même le respecter. C'est pas qu'il me respectait pas, mais ça a un peu frité, quoi, entre nous. Mais je regrette pas, parce que je pense que lui, ça lui a fait réaliser plein de choses. Et moi aussi, du coup, ça m'a appris la pugnacité. Et aussi de temps en temps à la fermer. Mais aussi, voilà, comment on affirme un point de vue sans avoir besoin de trop se mettre en colère. Enfin bon, après, ça, c'est un très, très vaste sujet, hein, la question des relations entre les réalisateurs et les auteurs. On n'en est pas encore complètement sorti en France, mais je trouve que ça progresse beaucoup. Et puis, plus les saisons avancent, et plus l'autorité aussi de l'auteur principal est reconnue. Moi, sur 10%, c'est pas de la chance, mais enfin, ce qui était super, c'est que comme la qualité de l'écriture était reconnue par les critiques, par le public, par ce qui était dit sur la série, en fait, ça m'a donné une légitimité. Et donc, les réalisateurs qui sont arrivés en saison 2, ils savaient qu'il fallait qu'ils s'adressent à moi, et que c'était quand même moi qui allait décider des orientations, que les textes, ils seraient touchés par personne d'autre que moi. Après, échaudé un peu par l'expérience de la saison 1, il y a des choses que j'ai fait mettre dans mon contrat aussi, que personne touchait au texte à part moi, ou alors à ma demande, et sur ma présence en réunion, exactement à quel moment je devais être présente. Tout ça, ça a été contractualisé en fait, parce que sinon, si on le contractualise pas, ça, même si les producteurs disent mais oui, mais bien sûr, mais évidemment, en fait après c'est au petit bonheur. C'est-à-dire si on tombe sur un réalisateur qui a compris ça, qui est moderne et qui a compris que les séries c'est un médium aussi d'écriture essentiellement, et qu'encore une fois celui qui dirige l'écriture c'est celui qui va traverser les saisons là où les réalisateurs vont passer. Donc soit on a un réalisateur qui a bien compris ça et qui est un bon camarade, et c'est super.
soit on a un réalisateur qui comprend pas ça, qui lutte contre ça, et en fait là, c'est un peu, ça se complique parce que si c'est pas validé dans le contrat, on perd. Mais c'est automatique. Parce que de toute façon, au moment où la prépa commence et le tournage commence, les enjeux financiers sont 1000 fois plus importants que ceux qui concernaient l'écriture. Rappelons quand même que les budgets d'écriture en France, c'est entre 3 et 4% du budget global. Donc tout le reste, là, les 96%, ça concerne le moment où le réalisateur arrive. Autant vous dire que sa position, elle est un peu différente de la nôtre. Donc lui, quand il arrive, il a la grosse thune sur les épaules, en fait. Et donc on ne peut pas se permettre de le fragiliser. Combien de fois, moi, j'ai entendu, attention, il ne faut pas qu'il soit fragile. Le pauvre réalisateur et qui risquerait d'être fragilisé. Donc ça, c'est vraiment très énervant. Et l'expérience aussi fait qu'après, on apprend à se mettre bien d'accord au début, à faire mettre ça dans un contrat, à avoir aussi une rémunération qui correspond à ça, c'est-à-dire qui n'est plus dans l'enveloppe d'écriture, mais qui devient une rémunération de direction artistique, en gros, même si ça s'appelle pas toujours comme ça, pour asseoir une position et une autorité. Après, il faut savoir la prendre en charge. Mais voilà, donc moi, mon expérience sur 10%, ça a été évolutif. Voilà, avec Clapiche, c'était un peu tendu. Et puis, ça s'est progressivement, j'ai pris de plus en plus d'importance dans le processus. Si bien qu'à la fin, là, en saison 3, j'étais là énormément en prépa, beaucoup sur le plateau, beaucoup au montage. Ce qui n'a pas évité les conflits. Mais en tout cas, ma position était légitime, reconnue. Et puis, quand il fallait se disputer, disputons-nous. Enfin, allons-y. Après, c'est le travail, c'est pas grave. Personne n'en mourra. Chacun défend quelque chose. Et à la fin, on finit par trouver un compromis. Parfois, sur des trucs, j'ai perdu. Parfois, j'ai gagné. Bon, c'est la vie. Mais en tout cas, j'étais là. Là où en saison 1, il y a plein de moments où j'étais juste pas là. Et j'étais obligée de ruser pour faire valoir ma parole. Et c'était compliqué. Non, c'est juste pour... J'étais spectatrice donc, au début, quand je t'ai rejoint sur l'écriture, de te voir dans ces bureaux de prépa, dans les équipes, il y a quand même 80% d'hommes. Enfin, c'est important aussi de le souligner, c'est que c'est un autre débat, mais qui se rejoint, je trouve. D'être une femme showrunneuse, c'est encore autre chose. Non, mais c'est encore... S'il faut encore plus avoir de conviction, de pugnacité, et puis d'arriver à s'imposer. Et je trouve que, voilà, enfin, en te voyant comme ça, je me suis dit, ah, voilà, faut y aller. Et t'y allais, t'étais là, et puis t'as ces réunions, et puis entouré d'hommes. Non, mais et puis de pouvoir, voilà, de dire, je suis là et c'est moi la showrunneuse. Enfin, et en fait, ça devrait pas être en question, mais ça l'est parce que dans le rapport qu'il y a aussi avec les réalisateurs, les producteurs, c'est des super producteurs, mais je veux dire, voilà, il y a quand même certains producteurs et puis l'équipe et puis les premiers assistants et puis toute l'équipe, c'est pour pouvoir aussi voilà, cette présence là que je t'ai vu avoir. C'est vrai que je pense que c'est un travail qu'il faut mener aussi. Enfin, faut en parler, je pense aussi de cette différence. En ce qui concerne sur 10%, moi, en tant qu'auteur d'un épisode, une fois que c'est écrit, pour le coup, je participe pas du tout à la prépa, je vais pas au tournage, je découvre l'épisode une fois qu'il est fini, quoi, et ça me va très bien, en fait. On va pas, je trouve que c'est le rôle de Fanny d'être la porte-parole pour tous les auteurs, de s'occuper évidemment du bien fondé du truc. Il y a déjà c'est déjà compliqué d'avoir 3 voix, le producteur, l'auteur et le réalisateur. Alors si en plus nous on vient et on dit vous faites ça comme ça, non, c'est juste pas possible. Donc du coup moi c'est vrai que mon expérience sur Irresponsable, c'est la proposition qui m'a été faite par Tetra Media, ils m'ont vendu ça en me disant que c'était comme ça qu'ils faisaient sur Un village français. Donc évidemment à ce moment-là tu dis ok d'accord, qui est que on est 3 décideurs en fait, le producteur, le réalisateur et moi l'auteur principal, et que quand il y a un désaccord entre deux, le 3e tranche en fait. Du coup il y a toujours le rapport de contrainte dont tu parlais, je sais plus sur quoi d'ailleurs, mais voilà, c'est dans l'écriture, là c'est pareil sur toutes les étapes en fait, sachant que évidemment il y a sur le tournage c'est compliqué en fait, parce que tu peux difficilement, le réalisateur reste le patron, mais sur la période de prépa ou sur la période de montage et surtout toutes les étapes de post-prod,
c'est comme ça qu'on fonctionne sur le casting, sur les, voilà. Et moi ça me va très bien, je trouve que c'est un bon modèle. Je trouve que, mais pour rejoindre ce que tu dis Fanny, le truc que je ne ferai plus jamais, c'est avoir ce rôle-là, mais non contractualisé, et alors déjà non payé, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini l'écriture, moi je suis sur la prépa, je suis sur le tournage, je suis sur le montage, mais je ne suis pas payé. Ensuite, c'est lié au fait qu'on est une petite prod OCS et que du coup il n'y a pas l'argent. Mais pour moi, il y a un effet pervers là-dessus, c'est que du coup, comme je suis pas payé, j'ai pas de rôle officiel, et donc du coup ma présence est plus remise en question. Alors la différence avec toi, c'est qu'il y a un seul réalisateur sur toute une saison, et qui en plus ça fait les 3 saisons, donc on a un rapport différent d'un réalisateur qui fait que 2 épisodes par saison et qui s'en va. Donc on a appris à se connaître, à travailler ensemble, mais je sais que ça aurait été, enfin, sur la prochaine série, j'ai demandé à avoir contractuellement un rôle dit de directeur artistique, je m'en fous quoi, mais un truc qui déjà fait que je suis payé pour être là, mais aussi qui fait que j'ai un rôle officiel sur le tournage, et qu'on me regarde pas en me demandant ce que je fous là en fait quoi. Et c'est d'autant plus logique en effet, je pense, dans une série où en effet t'as des réalisateurs qui tournent, et pas un seul et même réalisateur, où du coup c'est pas du tout le même rapport. Ça je connais pas, ça doit être très particulier, mais enfin dans ma tête il y a une logique de dire c'est pas mal, parce que tu peux diviser pour mieux régner en fait. Plus il y a de réalisateurs, plus c'est toi justement qui t'as l'argument de dire c'est moi qui m'occupe de l'ensemble, il faut forcément quelqu'un au-dessus d'eux, et pourquoi pas moi, enfin ce serait la logique, alors que quand il y a un seul réalisateur, là le rapport est plus à égalité, ce qui est tout à fait normal et que j'accepte totalement, mais Non, mais ce qui est marrant, c'est que les réalisateurs, ils se posent tellement pas ce genre de questions. Enfin, je généralise un petit peu, et sans doute que les générations évoluent, la pratique de la série évolue, donc ces rapports-là, ils vont changer, mais quand ils arrivent, c'est leur épisode, et puis c'est tout. Enfin, ils se posent, naturellement, on va dire, mais comme tout le système leur permet de penser ça et leur dit ça, donc ils arrivent, ils vont dire, moi, je pense que, moi, mon épisode, mon film, parfois, j'ai entendu. Et c'est vraiment étrange. C'est-à-dire qu'il faut, pareil, pas rentrer dedans, mais tout doucement réussir à dire non, mais moi, ça m'arrive parfois en lecture où soudain le réalisateur dit moi, je le vois, enfin, voilà, je pense ça. Et dans ce cas, je dis non, parce que ça veut pas dire ça en fait. Enfin, parce que moi, je l'ai écrit, enfin, c'est pas ça que ça veut dire, mais il faut parfois, il faut expliquer. Mais lui, ça lui paraît tout naturel que cette vision-là, elle est dominante en fait. Donc, il faut réussir avec délicatesse et psychologie, et parfois ça, moi j'avoue, c'est ça qui prend énormément d'énergie, énormément de temps, et on voudrait que ça soit plus le cas en fait, qu'on n'ait plus besoin de passer autant de temps à se demander comment je vais pouvoir lui dire ça sans qu'il se fâche, parce qu'après sinon ça va être vraiment pénible, parce qu'on va passer des mois, sinon si on part sur de mauvaises bases, du mauvais pied, pour rattraper ça ensuite ça va être vraiment pénible. Il faut que je me le mette dans la poche, il faut qu'on ait une bonne collaboration. Et en plus je suis une femme, donc là pour rejoindre ce que dit Judith, vous le savez peut-être, mais si vous le savez pas, je vous le dis, que quand on est une femme et qu'on s'énerve, ça passe beaucoup moins bien. On nous le reproche immédiatement, donc on est folle, hystérique, voilà. Donc j'ai pu m'en rendre compte, c'est vraiment fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impunité, de la brutalité masculine qui est absolument entendu comme normal. Oui, enfin voilà, ça peut arriver dans le travail, mais si une femme, parce que ça peut arriver aussi, des fois on peut aussi être brutal, et des fois on peut avoir besoin de taper du poing sur la table, c'est beaucoup beaucoup moins accepté. Donc comme on intègre ça aussi, parce qu'on est une femme, on le sait depuis très longtemps, on développe des trésors d'inventivité pour essayer de se comporter différemment et de s'adapter à la susceptibilité de nos amis masculins. Et c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie. Moi, le nombre de fois où je relis 14 fois un mail pour être sûre que j'ai pas été brutale, que j'ai pas été... Et des fois, c'est vraiment juste pénible. On a juste envie de dire, ok, j'écris en 3 lignes parce que j'ai besoin de dire un truc, je le dis et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, ça aussi, c'est un apprentissage. Et ça, j'espère que ça va changer parce que ça permettra de libérer du temps, de cerveau et d'intelligence et de compétences pour penser à d'autres trucs. Oui, du temps en plus qui serait utile ailleurs, et de l'énergie que tu aimerais bien conserver pour autre chose de plus important.
Et du coup, peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle, les questions de la salle. J'espère que ce n'est pas lié, mais tu quittes donc 10% pour la saison 4. Et je voulais savoir comment se passe la transmission justement entre directeurs de collection, puisque ce sont donc 2 personnes qui reprennent derrière toi, c'est Vianney Lebasque et Victor Rodenbach. Et aussi, si tu peux nous parler de cette décision, pourquoi tu as voulu souhaiter partir de la série? Alors, parce que ça faisait presque 7 ans que je travaillais sur 10% et 6 années à plein temps, absolument plein temps, 100% de mon temps. Donc quand même un peu de fatigue, un peu de lassitude, même si j'aime énormément cette série et que voilà, il y a rien de négatif dans cette décision, mais c'était un sentiment d'usure et comme je suis très perfectionniste, j'avais peur de faire un peu la saison de trop et de pas faire du bien à la série, d'être moins bonne. Donc voilà, j'ai du mal à imaginer que ça pourrait baisser en fait à cause de moi et donc j'ai préféré m'en aller. Après il y a aussi un peu une histoire personnelle, enfin un équilibre à respecter personnel. J'ai fait cette folie de faire un bébé entre la saison 2 et la saison 3, ce qui était quand même costaud comme aventure. Et donc voilà, donc j'étais aussi très fatiguée de ma petite fille, elle a 2 ans et demi là, mais des suites de sa naissance et de l'année qui a suivi, ça a été quand même vraiment vraiment difficile. Et il a fallu sortir cette saison 3, un peu lasse aussi des cadences, de devoir livrer voilà, chaque année une nouvelle saison, que la saison précédente n'est pas terminée, qu'on est déjà en train de penser à la suite. On n'a jamais le temps de digérer, jamais le temps de s'arrêter pour réfléchir un peu. Un peu l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose et surtout j'avais envie de me ressourcer pour aller écrire d'autres trucs, quoi, vraiment d'être excitée par des nouvelles choses. Pour la transmission... Bon, déjà, il a fallu prendre cette décision. Il a fallu assumer de la dire à mes producteurs, ce qui n'a pas été facile. Avec certains, ça s'est très bien passé. Avec d'autres, pas bien du tout. Parce qu'ils m'en ont voulu. Et puis, une fois qu'on avait acté ça, eh bien, il a fallu penser à la relève. Donc, le mouvement naturel, c'était de se tourner dans l'équipe, de demander justement aux auteurs... piliers comme Benjamin Dupas, Eliane Montane s'ils voulaient reprendre et chacun était en train de partir sur sa propre série, donc c'est compliqué aussi de trouver des gens qui veulent reprendre une saison 4 en fait, parce que c'est à la fois un gros challenge et puis ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà du métier, donc parfois ils sont eux-mêmes dans la création de leur propre série, ils n'ont pas forcément envie de reprendre la série de quelqu'un d'autre, donc c'est un profil aussi de gens qui ont de l'expérience mais qui vont avoir un intérêt à relever le défi. Et on a fini par arriver sur Victor et Vianney, qui donc ont fait les grands, qui sont un binôme vraiment de scénaristes et de réalisateurs. Vianney, il n'est pas scénariste, mais je crois quand même je ne sais pas s'il écrit vraiment, mais il est en réunion, voilà. Le vrai scénariste, c'est Victor dans l'affaire. Et l'idée que ce soit un binôme, on aimait bien. L'idée qu'ils aient fait les grands, c'est une série qu'on aime beaucoup. On trouvait qu'il y avait... justement cette sensibilité commune et quand même une patte de comédie évidente, donc voilà, c'était très bien. Et en fait moi j'ai décidé très vite, j'en ai aussi parlé à des gens autour de moi, j'ai vu un peu comment ça se passait, par exemple sur Engrenage où Anne Landois avait passé la main, enfin j'ai un peu regardé comment ils ont fait les autres, ceux qui ont passé la main un moment, c'est pas facile. Et assez vite, je me suis dit, mais il faut passer la main vraiment. Il faut pas rester, en fait. Parce que si tu restes un peu là, mais pas vraiment là, les gens, ils sont un peu mal à l'aise. Genre, ils vont toujours se tourner vers moi pour peut-être avoir une approbation. Justement, je m'en vais de 10% pour ne plus avoir à la donner, cette approbation, pour plus avoir à m'en soucier. En fait, je me suis dit, déjà, ça va être pénible pour moi et ça va être pénible pour eux. Ils vont pas être libres. Donc, en gros, il vaut mieux se faire 1 ou 2 déjeuners où, en fait, on s'est vu 2-3 fois pour parler de la série, pour parler de ce qui est important, parler des comédiens, parler du rapport aux producteurs, enfin, à la fois du concret de fabrication, mais aussi sur le contenu, les choses qui, moi, me semblent importantes, les personnages. Voilà, on s'est vu. Et puis, ils arrivent, il y a 3 saisons quand même. Donc, ça imprime. Ils savent déjà de quoi il en relève. Mais j'avais vraiment confiance en eux. J'ai trouvé qu'ils avaient une attitude hyper juste, à la fois très respectueuse, mais avec des envies, des idées. Donc, c'était super. Moi, je leur ai glissé 2-3 trucs qui m'avaient traversé lors des saisons précédentes en me disant « Ah, ça, c'est un truc qui pourrait être exploité. » Mais finalement, j'en avais jamais rien fait. Donc, je leur ai dit « Bah, allez-y, faites-en ce que vous voulez. » Et en fait, c'est tout.
j'avais pas du tout envie d'avoir des séances de consultation ou de valider les arches ou je sais pas quoi. Ça me mettait très mal à l'aise et en plus je pense que eux ça leur aurait pas été utile. Il vaut mieux qu'ils aient la pression à fond quoi. Non mais c'est vrai, il faut qu'ils la prennent sur leurs épaules et qu'ils fassent du mieux possible et voilà. Et après il y avait aussi un peu comment dire, c'est pas facile de passer la main. Je peux pas le nier. Quand ça m'arrivait, en plus, je continuais, moi, à être dans les mêmes bureaux, mais pour un autre projet. Donc, quand je les voyais en réunion, je suis mais c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir mon ex qui couchait avec une autre fille dans la pièce d'à côté. C'était vraiment genre, Berk, ils sont en train de parler de mes personnages. Après, je rentrais, je voyais le tableau, il y avait des trucs. Non, je vais pas regarder. Mais en même temps, avec quand même aussi un plaisir de ça. Enfin, c'est des sentiments ambigus, mais une difficulté à me dire, ça va continuer après moi. Et en même temps, évidemment, si je chasse les mauvaises pensées qui viennent juste 2 secondes, le reste, c'est quand même vraiment... pourvu que ce soit bien, pourvu qu'ils y arrivent, d'avoir que de la bienveillance à leur égard. Et si, quelquefois, c'est arrivé qu'on vienne me solliciter pour un petit truc, ou les producteurs m'ont posé une question, ou les auteurs, puis je les ai revus, Vianney et Victor, on a redéjeuné ensemble, on a fait un peu un petit point, mi-parcours et tout. Et j'ai vraiment juste envie que ce soit super parce que personne n'a intérêt à ce que ce soit pas super. Et après, ce qui était aussi assez touchant, c'est de voir que l'équipe, elle s'est renouvelée parce que de fait, suite à mon départ, les auteurs historiques sont partis aussi pour leurs propres aventures. Et donc finalement, ça a beaucoup renouvelé l'équipe. Donc il y avait Fred et Judith qui étaient là en saison 3 qui sont restés. Il reste Cécile. Non, Cécile, d'ailleurs, elle a arrêté. Et donc en fait, il y a plein de nouveaux auteurs qui sont arrivés, dont Angela Soup, qui est aussi une jeune auteure qui arrive d'OCS avec sa série, comment ça s'appelle déjà sur l'hôpital ? HP, ouais. Voilà. Et donc moi, je trouve ça vraiment... En fait, ça ne peut que me réjouir que ce soit des auteurs plus jeunes. Ça me met un petit coup de vieux, parce qu'ils arrivent tous d'OCS, ils ont tous 10 ans de moins que moi. Mais je trouve ça super parce je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut aussi... faire une bonne saison 4 en fait, qui aura de l'énergie, qui aura du souffle, j'espère. Et non mais voilà, j'y crois vraiment parce qu'ils arrivent, ils ont envie de tout défoncer aussi pour être à la hauteur du challenge, je crois. Oui, n'importe quoi. Oui, non, mais cela dit, c'est vrai qu'avec Angela qui revient, enfin qui arrive, enfin qui a remplacé quelqu'un, mais qui du coup va écrire un épisode aussi, c'est vrai ça fait très OCS envahi. Ouais, c'est ça. On est 4 auteurs, 3 séries OCS qui écrivent la 4. Donc oui, non, c'est rigolo. Mais moi, du coup, j'ai écrit les arches avec Victor et Vianney, et c'est vrai que mon avantage, en fait, c'est que j'ai pas beaucoup eu le temps. Enfin, j'ai pas trop bossé avec toi d'une certaine manière. C'est-à-dire, je pense que si j'avais fait 3 saisons, ça n'aurait pas du tout été la même chose. J'aurais vraiment plus eu un espèce de rapport de d'où. Enfin, je connais plus mieux la série que vous, je sais pas quoi. Là, c'est pas le cas. Là, j'avais peut-être écrit un épisode, mais j'étais vraiment, j'étais encore très jeuneau dans l'univers de 10%, et donc du coup, je pouvais, même si ça m'a fait bizarre au début, je te cache pas, mais je pouvais passer de l'un à l'autre. Et le truc surtout, c'est qu'après il y a eu une rencontre et ils sont très sympas. Moi, je les connaissais pas directement. Je connaissais très bien le 3e auteur des grands, mais Joris, mais pas eux deux. Et ça s'est très bien passé. Et donc non, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Si ce n'est que donc c'est mon premier épisode, parce que là j'écris le 2e épisode du coup, où il y a une intrigue guest vraiment. Et c'est une tannée, je déteste ça. C'est nul. J'aurais voulu faire d'autres épisodes 6 avec que les récurrents, et les guests ils font juste des caméos. C'est... Ouais, voilà, c'est vraiment. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, moi j'étais très, 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 très déçue en fait, parce que je pense que quand tu m'as appelé, tu me l'avais pas dit, ou alors c'est en cours. Donc voilà, c'était une sorte de deuil, mais même si je suis restée que peu, mais aussi parce que oui, je pense que c'est comme ça a bien fonctionné, notre travail même pendant ces 2 mois. Je pense que j'avais envie aussi de continuer cette collaboration. Après, j'aime tellement la série que je suis restée quand même parce que j'avais
j'avais envie de continuer, que Victor et Vianney sont super, que j'ai adoré les grands. Et c'est autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si comme Eliane, j'avais été là depuis la saison 1, je pense qu'elle connaissait vraiment presque mieux les personnages que Victor et Vianney au départ, donc c'était pas évident pour elle de continuer à travailler aussi. Elle était prise sur d'autres choses, voilà, donc c'est pour ça. Moi, comme j'étais arrivée aussi effectivement à la fin de la saison 3, je pense que j'ai encore envie d'écrire sur ces personnages. C'est pas évident d'en parler parce qu'on est en plein dedans, donc on est face aux difficultés et de l'écriture de cette série qui est pas facile à écrire et à la fois c'est génial, donc on retrouve les personnages et ce qui est intéressant avec Victor et Vianney, c'est que effectivement Victor est scénariste et Vianney est réalisateur et il est hyper humble pour le coup là dans la relation. Je trouve que c'est pas mal aussi de faire ça si on sait quel va être le réalisateur en amont et que parce qu'il apporte des choses très visuelles en fait, donc lui ses idées sont visuelles et donc il nous ramène directement il dit ok d'accord, c'est une super idée, mais alors donc tu vois ça comment et bon, c'est un peu notre métier de visualiser, mais lui il imagine tout de suite comment il va filmer la scène et ça aide aussi à l'écriture d'avoir c'est pas mal et non, je sais, mais bon, j'espère. C'est vrai qu'il va en réaliser 3 et puis Antoine Garceau, je pense, qui est un réalisateur qui, depuis la saison 1, réalise des épisodes. Et après, je sais pas ce que ça va donner. Donc, en fait, on a peur aussi, hein, parce que c'est un sacré défi à relever. Et voilà, mais c'est en cours et j'espère que ça sera bien. Voilà. En tout cas, je pense que ça va. On vous le souhaite. Bien. Je vais passer la parole à la salle pour quelques questions. Du coup, je vois qu'une main se lève tout de suite au fond. Ensuite, je prendrai devant. C'est une question pour Fanny. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez le pouvoir de choisir certains réalisateurs? Est-ce que vous avez travaillé avec des réalisatrices? Et si oui, est-ce que le rapport était différent? Le pouvoir de les choisir, oui, mais pas toute seule. Enfin, c'est toujours pareil, c'est de la discussion. Donc, en cours d'écriture d'une saison, on commence à se dire, tiens, qui sont les réalisateurs qui nous intéressent et qu'on aimerait travailler. Et puis, on commence à les rencontrer. Et c'est pas toujours les premières personnes auxquelles on pense qui finalement sont là, mais voilà, en général, on essaye de chercher aussi des réalisateurs de comédie, mais pas de n'importe quelle comédie. Parce que 10%, c'est un registre aussi. Si c'est fait de façon un peu appuyée, ça va être immonde. Voilà, parce qu'il y a un peu de burlesque. Parfois, on va dans une forme d'excès, mais ce qui compte, c'est la vérité des personnages. Donc, cet excès-là, il passe si les personnages sont vrais et justes. Donc, tout ça, c'est assez subtil. Donc, il nous faut des réalisateurs qui comprennent ça. Moi, je regrette. En fait, je trouve qu'on n'a pas assez cherché des gens un peu jeunes, qui avaient aussi quelque chose à prouver, mais on était obligé d'aller vers des gens qui allaient aussi rassurer les guest stars. Et donc ça, c'était toujours compliqué, parce qu'on ne pouvait pas justement aller vers de la nouveauté. Moi, j'espérais qu'on allait aussi demander un peu plus de challenge justement aux réalisateurs, qu'ils apportent une grammaire visuelle un peu plus moderne, un peu différente. Je trouve qu'on l'a pas suffisamment fait. Après, ça toujours resté assez élégant, 10%, mais de mon point de vue, parfois un peu trop classique. Ça aurait pu être un peu plus inventif dans la forme. Mais voilà, il nous fallait aussi des réalisateurs assez installés, qui rassurent les stars. Et pour ça, souvent, c'est des gens qui viennent du cinéma, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une garantie particulière, mais bon, voilà, c'était plus rassurant. Peut-être Antoine Garceau, c'était celui qui faisait vraiment ses débuts, mais lui, il avait été assistant réalisateur de Cédric Lapiche pendant des années. Et Cédric l'a fait venir dans un package initial où il y avait Lola Doyon, qui est la compagne de Cédric, et Antoine Garceau, qui était son fidèle premier, qui l'a fait monter pour qu'il devienne réalisateur. Donc, il fonctionnait à 3, comme ça. Mais c'était pas mal, c'était très cohérent, il y avait un truc très familial. Et après, ça s'est un peu explosé sur les saisons suivantes. On est passé de 3 réalisateurs en saison 2 à 2 réalisateurs sur la dernière. C'était plus confortable qu'il n'y en ait que 2. Voilà. Et après, la question sur les femmes. Oui, on a eu donc Lola Doyon en saison 1 et Jeanne Herry en saison 2.
Et effectivement, il faut quand même dire que ça change quelque chose. C'est le rapport, il est plus immédiat, il est plus humble, il est moins tout puissant. Enfin, elles sont moins toutes puissantes. Après, elles prennent leur travail très au sérieux et elles le font très bien, mais il se trouve, voilà, en plus, on avait vraiment le même âge à chaque fois, vraiment la même génération. Il y avait une complicité assez immédiate et naturelle avec elles, qui était très, très, très agréable. Et elles sont en plus, justement, pas dans un truc de je sais tout, c'est moi, je sais ce que je dois faire. Elles sont plus dans la recherche, plus dans le partage du doute aussi. C'est pas grave de douter. Avec Jeanne notamment, on a vraiment collaboré très étroitement. Mais après, moi, comme j'aimais beaucoup son travail, je pense en plus que c'est une très bonne auteure, je l'ai intégrée dans l'écriture de l'épisode. Donc ça nous a aussi donné une base de grande confiance parce qu'elle était impliquée à l'écriture. Et après, pour des choix de mise en scène et tout ça, elle n'hésitait pas à me consulter, à m'appeler au montage. Elle me faisait venir tout le temps, mais de façon hyper décontractée. C'est-à-dire, elle ne se sentait pas du tout menacée par moi, alors que j'ai eu affaire à des réalisateurs qui, dès que je rentrais à la salle de montage, je sentais que ça allait glacer un peu, alors que c'est juste le travail, quoi. Une question, Annie. En fait, moi, j'aime bien quand on parle un peu conditions de travail et salaire. Ça a l'air d'être un tabou français. Concrètement, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'en fait, il n'y avait pas de bureau où tout le monde se retrouvait et travaillait ensemble en même temps, c'est ça ? Alors, saison 1, non. Saison 2, pas trop. Non plus, puisque je me souviens des arches qui étaient chez moi. Et saison 3, oui. Parce que nos producteurs, donc Moser, ont pris des bureaux plus grands. Et on avait enfin un bureau à disposition, et pas non plus exclusivement pour nous. Et là, d'ailleurs, cette année, c'est vraiment c'est vraiment pénible parce que chez Moser, il y a plusieurs projets en développement, dont 10%, dont d'autres trucs. Et alors, du coup, maintenant, on fait où on peut être. Donc, chacun a son tableau amovible qu'il met, qu'il enlève. Donc, on rigole, mais c'est pas vraiment marrant, en fait. Ça, c'est pas normal que sur une série comme 10%, les auteurs aient pas un lieu dédié. Donc, Judith qui développe quelque chose avec eux, ou moi qui développe quelque chose avec eux, on n'a pas un lieu pour nous. Alors, on est à un stade, nous, de développement où c'est pas encore trop gênant, mais c'est quand même pas très confortable. Donc non, effectivement. Après, je sais qu'il y a des boîtes de prod qui ont des bureaux beaucoup plus grands, notamment quand elles sont sous contrôle de gros groupes, ce qui n'est pas le cas de Moser, qui est une petite boîte indépendante. Donc je sais qu'il y a des boîtes où vraiment c'est naturel, qu'il y a un bureau pour les auteurs à disposition, mais... Alors moi, je peux vous dire qu'en 12 ans, je ne l'ai jamais eu, ça. Donc en 12 ans, j'ai vécu pas mal d'années avec dans mon salon des post-it partout, où voilà, où à 16h30 ou 17h, les enfants arrivent, donc on ne sait plus vraiment où se mettre pour travailler. Enfin non, c'est vrai, hein, c'est pas hyper pro. Alors ça, pour le coup, c'est notre responsabilité à nous, je pense, les auteurs, et particulièrement quand on est directeur de collection, directeur d'écriture, d'exiger ça. Et en fait, si on réfléchit, c'est pas non plus... c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, ils pourraient même louer un appartement pendant 6 mois, pendant 1 an, pour, je sais pas, moi, 1 500 €, 2 000 € par mois. Je veux dire, pour eux, c'est pas grand-chose, quoi. En plus, voilà, le budget est pas gros. Donc, enfin, je veux dire, quand on y réfléchit, on n'a pas besoin d'un truc mirobolant, quoi. On a besoin d'un grand studio ou un 2 pièces. Il y a des gens qui peuvent s'isoler, d'autres qui peuvent être en réunion. Voilà, enfin, pas compliqué, quand même. Dans le centre de Paris, enfin bon, c'est pas, voilà, pas fou. Bref. Alors sur 10%, autant que je m'en souvienne, on doit être à 35 000 € l'épisode, et on avait négocié un système de bonus. C'est moi qui ai plaidé pour ça, parce que c'est toujours pareil, 35 000 pratiquement tout compris, autant que je me souvienne. Ouais. Et moi, ce que j'ai toujours plaidé, c'est oui, ok, il y a l'enveloppe d'écriture, parce qu'ils nous disent toujours, mais c'est la chaîne qui donne ça, on peut pas demander, enfin, on n'aura pas plus. Et c'est déjà plutôt pas mal, hein, pour France 2, on est sur un tarif qui est convenable. Le problème, c'est que après, moi, je leur disais, bah oui, mais ça, c'est 3% du budget. Donc, il y a un moment, en fait, il y a un gros paquet d'argent qui va arriver.
c'est un choix de votre part de décider si, une fois que l'enveloppe d'écriture OK elle aura été utilisée, on pourrait dire que si les épisodes sont livrés en temps et en heure et sont satisfaisants et tout ça, on prend après les 96% d'argent qui arrive, un bonus. Alors, c'était pas énorme, mais je sais pas, au départ, je voulais que que les auteurs aient tous le même, et après, les producteurs, en fait, ont négocié avec chaque agent, donc selon si les auteurs étaient plutôt confirmés, moins confirmés, c'était un peu différent. Mais en gros, voilà, il y avait une petite somme en plus à la mise en production, bon, qui faisait pas une grosse différence, mais sur les 35 000, ça rajoute un petit peu, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Oui, et surtout que l'auteur, il touche pas ça tout seul parce qu'il partage, bah ouais, il partage beaucoup avec moi, beaucoup, ou avec un. Bah oui, mais là-dedans, il y a les arches, là-dedans, il y a la direction de collection, là-dedans, il y a les consultants. Ouais, donc en fait, il touche, ouais, c'est ça, 16 000. Mais il faut retirer les arches, la DIRCOL, les consultants. Bah, de toute façon, on ne peut pas vivre en tant qu'auteur en ne bossant que sur une seule série, un seul épisode par an. On en fait d'autres. Quelles étaient les différences entre le projet initialement prévu pour Canal et celui remodelé pour France 2 ? Comment dire ça? Bah après, le projet pour Canal, il était pas terminé, donc c'est difficile, c'était comme un brouillon, donc c'est difficile de juger un brouillon. Mais en gros, il y avait les points communs, c'est qu'il y avait cette arène qui était déjà dessinée, il y avait cette petite agence, il y avait déjà les Andrea, Mathias et Gabriel qui déjà s'appelaient comme ça, qui commençaient à se dessiner. Alors, ils étaient très, 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 très différents de ce qu'ils sont devenus. Mais il y avait quelque chose, parce qu'aussi ils étaient inspirés d'agents réels, qui sont Elisabeth Tanner, Dominique Besnéard en inspiration pour Gabriel, ça s'est un peu perdu. Et mince, son nom m'échappe, mais pour Mathias, c'était le patron d'Art Média. Oh là là. Bertrand Labbé, voilà. Pardon, merci. Je commence à fatiguer. Voilà, donc ils étaient un peu inspirés de gens réels. Donc il y avait des traits communs. Il y avait cette chose assez aiguisée chez Mathias, une sorte de rondeur et de bonhomie plus chez Gabriel. Et puis Andrea, intrépide, lesbienne déjà dès les fondations. Après, il y avait énormément de personnages. Les stars étaient point de vue de leurs intrigues. Et puis même Andrea, Gabriel et Mathias, même si j'ai gardé les prénoms parce que je les trouvais bien choisis, et puis c'était aussi, je trouvais ça bien de s'inscrire dans une filiation parce qu'il faut jamais renier ce que les gens ont fait avant. C'est hyper important de reconnaître qu'il y a une histoire avant et un vrai travail aussi de défrichage. Mais voilà, Gabriel était papa de jumeaux en crise conjugale. Il était hétérophile, hein, c'était assez drôle. Il a une caractérisation, vous voyez ce que ça veut dire? Donc il était hétéro, donc papa de jumeaux et tout ça, mais totalement folle en fait dans son attitude. Genre il parlait de lui au féminin, enfin c'était vraiment bizarre. Andrea était lesbienne, mais elle ne couchait jamais avec des femmes, elle couchait que avec des hommes pour essayer de se taper leurs femmes. Mathias était seul, divorcé. Dépressif, enfin, voilà, bref, c'était très 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 différent. Et le registre était un registre de comédie assez aiguisé. Il est bon, Nicolas Mercier, pour la comédie. Un peu cynique en fait, un peu brutal, un peu cruel. Donc ça, on a beaucoup arrondi, nous. On a mis de la tendresse dedans. Voilà. Donc le travail, ça a été de redéfinir vraiment les personnages, leurs enjeux, l'échiquier. Il y avait donc toute une intrigue polar autour de la mort du patron. Ça, on l'a supprimé. Et puis voilà, plein de gens, plein d'assistants qui ressemblaient pas vraiment à qui ils sont maintenant. Nous, on a créé le personnage de Sophia, on a créé le personnage de Camille, on a créé le personnage d'Arlette, Noémie. Hervé, il était un peu là, mais il ressemblait pas vraiment. Ouais, si, il était un peu là, Hervé. Je me trompe. Voilà, et sur le calibrage des épisodes, donc voilà, les stars prenaient beaucoup de place et elles étaient point de vue de leur intrigue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite modifié en disant non, les stars sont un problème. Ceux qui sont point de vue, c'est les récurrents, les agents. On va prendre une dernière question. Qui prend la responsabilité? Oui, non, ma question c'était quand tous
tous les trois sur vos séries respectives. Quand vous avez commencé la saison 1, est-ce que vous avez déjà, pour les responsables ou pour 10%, est-ce qu'il y avait déjà une idée des développements sur les saisons 2-3 Par exemple, je pense à Andrea, par exemple. Elle était homosexuelle dès le départ. Est-ce que vous avez déjà l'idée d'aller vers l'homoparentalité, vers le fait qu'elle tombe enceinte, etc. Cette intrigue-là, par exemple. C'est apparu en cours, vers la fin de la saison 1 en fait, mais aussi parce que elle était décrite comme quelqu'un de très impétueux et de très libre dans sa sexualité, allant d'une conquête à une autre, et on s'est dit ça à un moment faudra le faire un peu bouger, parce qu'on risque un peu de s'épuiser avec ça, on va pas tenir longtemps. À un moment, les personnages, il faut aussi les confronter à des choses différentes et nouvelles. Et la grossesse, moi j'avais vraiment envie d'en parler à travers un personnage transgressif justement. Donc ça, il y avait deux choses avec Andrea, c'est que je trouvais que c'était un personnage génial pour porter une grossesse de façon moderne, contrariée, fougueuse et un peu brutale même, parce que je trouvais qu'on voyait rarement ce genre de profil maternel là. Et en plus, après, le fait qu'elle soit lesbienne, du coup, ça permettait aussi d'avoir une thématique autour de la reconnaissance, la place du deuxième parent. Donc, tout était permis. Et ça, c'était bien. Ça permettait de faire des choses un peu différentes. Mais c'était pas là dès la saison 1. C'est arrivé en fin de saison 1, début de saison 2, cette possibilité-là. Quand j'ai écrit la saison 1 pour les responsables, du coup, le point de départ de la saison 2, je l'avais en tête et je m'y suis tenu. Et même l'un des points, parce qu'on va dire que la saison 3 qui va sortir là a 3 points de départ d'une certaine manière qui se rejoignent, et l'un des 3, je m'étais toujours dit que ce serait un bon point de départ pour une fin de série, une dernière saison, et comme la saison 3 est la dernière, du coup j'avais ça en tête, mais avec vraiment l'idée de se dire si je trouve mieux, sur le moment on n'est pas du tout obligé de se dire, ça dépend des séries, mais là je me sentais vraiment pas du tout obligé de me dire il faut déjà que je sache jusqu'où je vais, parce que c'est dans le chemin qu'on trouve les meilleures idées et pas dès le point de départ, quoi. Je vais rajouter un truc, c'est que d'expérience, j'ai rarement vu des gens qui, les mains dans le cambouis d'une saison, s'interrogent sur la suivante, en fait. C'est déjà tellement intense, tellement difficile. En fait, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, par ricochet, à un truc que nous disait Krivine. Il nous disait, mais ne gardez jamais de munitions, en fait. Vous balancez tout. Il faut tout balancer quand ça vient. Surtout, n'en gardez pas sous le coude. Ça viendra. L'imagination, elle est sans fin, donc... vous mettez tout ce que vous pouvez, le plus il y en a et mieux c'est, plus c'est dense et riche et mieux c'est, et voilà, et vous reposerez les mêmes questions un an plus tard et vous trouverez des nouvelles réponses, en fait. Donc on peut avoir une idée du souffle que portent les personnages, mais savoir exactement où ils vont aller, par quoi ils vont passer, en fait, on n'en sait un peu rien. Et c'est même ce qui est assez beau, en plus, quand c'est une saison 1, c'est que au départ, ils sont très abstraits, les personnages, on les a dans notre tête, on imagine des choses, je pense que chaque auteur les visualise d'une certaine façon. Je sais pas vous, mais rarement on leur donne vraiment un visage. En réalité, ils ont plus une énergie, une couleur, une sorte de corpulence vaguement, mais ça reste un peu abstrait. Et du moment où ils s'incarnent grâce aux comédiens, il y a plein de choses qui vont bouger, en fait, parce que les comédiens, ils vont soudain apporter ce qu'ils sont. Et puis vous aurez remarqué que plus les saisons avancent et plus les comédiens et les personnages se fondent, en fait, se ressemblent. Les comédiens commencent à s'approprier complètement le rôle, à mettre des choses d'eux-mêmes. Et puis nous, les scénaristes, on s'inspire aussi de ce qu'eux disent, proposent, de comment ils sont. Puis souvent, on les connaît de mieux en mieux dans la vie. Donc malgré soi, on commence à mettre des trucs qu'on connaît d'eux dans la fiction. Donc tout ça se répond, ça crée des échos, c'est très poreux. Donc ça sert à rien de vouloir trop anticiper, en fait. Il faut être saison après saison et on trouve toujours des choses. Non, c'est juste pour rebondir sur les personnages et les acteurs, parce que je suis arrivée sur la saison 5 de Fais pas ci, fais pas ça, et petit à petit j'assistais aux lectures avec les comédiens, et entre les Boulets et le Pic, qui sont deux familles qui s'opposent dans la série, c'était rigolo de voir dans les lectures que
que les acteurs en fait étaient tellement les personnages qu'ils s'opposaient aussi, que c'était à ceux qui auraient la plus grosse intrigue, le plus de mots dans les phrases, ou alors qu'ils proposaient eux-mêmes, dire mais moi je suis comme ça, et c'était vraiment eux, et c'est vrai que même entre la 5 et la 9, ils avaient vraiment, enfin ils étaient de plus en plus, j'imagine depuis le début, mais en tout cas leurs personnages, et qu'on s'en inspirait énormément en fait. Non, le seul truc auquel je venais de penser sur l'idée de imaginer super à l'avance ce qui va se passer plus tard, rien que la fin, quand je suis arrivé à la fin de la saison 3 de 10%, tu étais déjà plus contente de ce que tu avais imaginé à l'époque des Arches au tout début, et donc il y avait une volonté de déjà recommencer à dire bon, attends, finalement avec du recul, maintenant qu'on a avancé, maintenant qu'on est entré, on avait remis les mains dans le cambouis sur les 4 premiers épisodes, finalement je me rends compte il y avait des idées théoriques qui me paraissaient bien, et en fait il faut faire ce travail, parce que si on le fait de réécriture, de réfléchir, donc même pas la prochaine saison, mais dans le sein même de la saison, parce que ça aurait été, je pense que ça aurait été moins bien s'il n'y avait pas eu ce boulot de réécriture. Je suis prêt à parier qu'il va se passer la même chose avec la saison 4, honnêtement, parce que même quand on écrit les Arches, les épisodes 5-6 sont souvent un peu plus flous en fait, parce qu'on commence à trouver ça ça commence à être un peu trop loin pour se dire on a les armes qu'il faut pour savoir quelle est les meilleures choses à raconter, quoi. On peut avoir des points, mais pas de la façon dont on raconte ces points. Eh bien, merci beaucoup Fanny, Judith et Frédéric, et je vous invite maintenant à remonter au bar pour la suite des événements.